C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma et que c'est, comment dirais-je, quasi maladif et que quelquefois j'ai la tentation de me dégager de ça. J'aimerais quand même des fois être soutenu parce qu'il y a des fois où on est vraiment très seul là-haut. C'est dévastateur. Oublie la production, c'est moi le patron. C'est ce que j'ai demandé il y a 6 mois, c'est ce que je vais obtenir. Je vais l'obtenir. Derrière un film se cache un travail collectif orchestré par un réalisateur ou une réalisatrice. Partagés entre doute, satisfaction, regrets et galères, découvrons le parcours de celles et ceux qui se battent pour faire exister leur projet. Salut, moi c'est Flav. Salut, moi c'est Jules. Bienvenue dans Dédale, le podcast qui donne la parole aux réalisateurs et aux réalisatrices. And very often, if you're permitted to follow your idea all the way through, you find that it is right. You find that your instinct is usually good. Pour ce premier podcast, nous recevrons 3 frères, Gabriel, Louis et William, créateurs d'une mini-série appelée Osmosis. Une histoire d'anticipation coécrite à 3, d'abord produite et diffusée par Arte en 2015. Ils réaliseront 10 épisodes de 7 minutes. Fort de ce succès, ils seront approchés en 2017 par Netflix pour une nouvelle adaptation. Suite à des divergences de points de vue scénaristiques, ils s'écarteront de ce projet, laissant la place à une nouvelle équipe. Écoutons l'histoire d'Osmosis. Bon, salut les gars. Salut. Ça va ? Ouais, bien. Cool. Bon, est-ce que vous pourriez, on va dire, d'où vous venez, votre parcours, vos âges, histoire de faire un petit portrait comme ça ? Putain, les âges, c'est Non, pas la bonne les question âges, parce on que va moi faire dans l'ordre. j'ai eu 30 ans la semaine dernière donc je suis un peu saoulé. C'était pas le moment. Vas-y, je t'en prie, oui, on va le faire dans l'ordre. Moi 35, voilà, le plus vieux, les cheveux blancs, enfin voilà, tu sens tout de suite le poids de la maturité. Moi, 32 du coup, voilà. Moi du coup malheureusement 30. On est toujours fringant, Stallone. voilà. Tout Bon, va vous bien. avez donc passé la trentaine tous. C'est ça. C'est ça, Ouais, c'est ça. voilà. Officiellement. C'était une aventure. Et vous venez d'où, du coup ? Vous avez fait quoi ? On a fait pas mal de choses en fait. Alors c'est un peu cliché de faire, on fait ça depuis qu'on est tout petit, mais c'est vrai. Je crois qu'il y a même des remakes de James Bond qu'on a fait qu'on devait avoir 6 ou 7 ans. Mais Voilà. on a enterré les cassettes. On n'a pas Dans un retrouvé les jardin qu'on a cassettes oublié, vraiment, mais on se bref. rappelle avoir écrit des trucs. Moi j'ai des bouts de scénar, donc voilà. Mais effectivement, on fait ça depuis un peu tout petit. Et puis chacun après, avec des parcours un peu différents, on s'est retrouvés. Chacun dans nos domaines de spécialité. On a continué à écrire, on a fait du cours, on a fait beaucoup de clips. C'était une façon aussi d'essayer de faire des choses un peu esthétiques à l'image. On met la main Voilà. esthétiquement, pardon. Et puis voilà, après chacun avec nos spécialités, on s'est orienté vers. Autodidacte alors, si je résume. c'est Complètement, ça ouais. Complètement. Enfin, on a fait des écoles aussi Ouais, en Louis, rapport. ouais. Ah, oui. Donc, ouais, moi, j'ai fait une école de cinéma. Donc voilà, j'ai fait une licence à Marne-la-Vallée, puis une maîtrise après à Paris 8. Voilà, en réalisation. Donc réalisation, c'est vaste. Donc j'avais des cours surtout, voilà. Je crois que quelqu'un sait de quoi je parle autour de la table. Oui, c'est vrai, oui. Réalisation de création. Ouais. Exactement, voilà. Ah bah tiens, c'est marrant quand j'ai rencontré quelqu'un, c'est rare, qui a fait le même cursus. Mais au final, c'était intéressant, on avait des cours intéressants, c'était un peu le bordel dans la fac, et je pense que j'ai leur confirmation, c'était un peu, voilà. Mais c'était très intéressant, donc voilà, moi je suis sorti de là, et on s'est rejoint sur des domaines plus ou moins raccords en fait, parce que moi j'étais vraiment dans la réalisation, tout ce qui est cinéma, voilà. À côté de ça, autodidacte, sur du montage, un peu de trucage, After Effects, tout ça, un peu touche à tout. Voilà, à côté de ça, mon frère Gab. qui Ouais, a moi parlé, j'ai fait dans le son. Ouais, j'ai étudié la musicologie. Moi, je suis vraiment sur la partie musique, la partie son de l'histoire. Du coup, ouais, j'ai commencé la musique enfant, un peu classique comme tout musicien, voilà quoi, qui est un peu curieux. Après, j'ai fait une formation d'ingé son technico-technique en fait, mais c'était plus pour explorer des pistes en termes de matière sonore, de composition pour la musique que vraiment pour l'aspect technico-technique. Et puis bon, après, du coup, ça sert plus ou moins d'avoir des connaissances techniques quand on gère un projet de A à Z, quoi. Donc pour le coup, c'était Ouais, et puis très enrichissant. c'est vrai que les premiers projets, du coup, voilà, aussi bien court-métrage que clip, on est une génération aussi qui, avec les développements techniques, doit tout faire toute seule. En tout cas, si tu veux faire un truc et que t'es un peu fauché, tu dois tout faire tout seul. démerdes. Et on peut Voilà. le faire surtout. Mm. Ce qui était beaucoup plus compliqué en pellicule, ne serait-ce qu'en 8 mm ou quoi, il fallait coupeuse, colleuse, tout ça, et c'est compliqué quoi. C'est du matériel lourd aujourd'hui, avec un téléphone on peut faire du montage. Ça c'est assez ouf. Donc les mains dans le cambouis, quoi. Mais c'est Voilà. formateur. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on touche un peu à tous les domaines, plus ou moins. Et c'est vrai que pour la maîtrise d'un film ou d'une série, dont on va parler un peu derrière, ça a vraiment été un avantage. Parce qu'on a vraiment les mains Oui, sur finalement, tous à les... trois, Exactement. vous gérez déjà Tous les beaucoup domaines de la post-production, voilà, ouais. tous les domaines, voilà. On sait de quoi on parle avec qui on parle, en fait.
quoi qu'il arrive. Et c'est essentiel, je pense, pour maîtriser de bout en bout la vision d'un film ou d'une série. Je pense que c'est un des vrais trucs, alors sans forcément parler de nous, mais je pense que si cette génération-là, elle a un avantage de cinéaste et de filmmaker, elle a un avantage sur la précédente, en tout cas en France, parce que c'est pas la même culture chez les anglo-saxons, c'est cette connaissance technique. En France, on avait beaucoup de metteurs en scène hérités du théâtre. On n'a pas vraiment fait le deuil du théâtre en France de toutes les façons, et donc ces mecs-là arrivaient et voulaient mettre en scène des choses sans vraiment comprendre comment ça fonctionnait en technique. Donc en fait, tu te retrouves avec des résultats plastiques qui sont un peu aléatoires, entre deux, ouais. Pour pas dire à chier parfois, souvent. Donc voilà. Donc non, mais c'est vrai. Faut être honnête. C'est rare que c'est très récent qu'on a des productions en France où on se dit waouh, la photo est superbe, techniquement ça le fait, ça tient la route. Montage ou quoi. Ouais. D'autant plus avec l'arrivée des plateformes aussi, j'ai l'impression que ça va ça a changé améliorer la donne. pas mal de choses. Ouais. Mais je pense que le vrai intérêt de ces plateformes, alors je sais pas si c'est une digression par rapport à ce qu'on va dire après, mais c'est peut-être de valoriser les gens qui veulent faire des choses nouvelles en fait. Les talents en France, les techniciens, des super techniciens, on en a plein, on en a à l'appel, des scénaristes qui ont des idées, on en a plein. Mais voilà, d'avoir des gens, des décisionnaires qui disent on va mettre un petit peu d'argent là-dessus et on va prendre le risque de le faire. On a l'impression que c'est tout nouveau. Moi, je pense que ça couvre depuis plusieurs années et que c'est juste le moment où on commence à laisser un peu... on ouvre les vannes, quoi. Et du coup, comment... Bad Test Bros, en fait, c'est fait, c'était suite à plusieurs pubs ou clips qui ont bien marché que vous avez pu monter la boîte. La boîte, la boîte en fait c'était assez logique pour nous de se dire on va monter une structure parce que finalement quand on gère tous les champs de création d'un production, process audiovisuel, prod, post-prod, on s'est dit autant faire une entité quoi. Et puis cette envie de storytelling finalement quand on cherche des budgets pour faire des jolies choses très rapidement et qu'on veut faire des choses un peu nouvelles, très rapidement, les annonceurs privés, c'est aussi un moyen de faire des choses un petit peu plus originales, plastiquement. Ouais, ok. D'où vient l'idée d'Osmosis ? Je raconte ou pas ? Vas-y. Non, raconte pas, on dit on se casse. Alors, je me lance, c'est long. C'était top, hein, merci. Merci pour le café. Alors, du coup, ça remonte à loin. En fait, il y avait un concours à la base. C'était sur Dailymotion, un concours du meilleur cliffhanger du web. Ça ne vend pas de rêve comme ça. Mais j'ai un pote scénariste qui m'en parle parce qu'à l'époque, on faisait des trucs à droite à gauche. Et je me dis, j'avais envie de faire un truc fiction. On faisait pas mal de clips. Et je me dis, un truc en speed, on rouillait un peu, quoi. Et donc l'idée est partie entre guillemets de moi parce que au niveau scénario tout ça, je me suis dit allez, je vais écrire un truc, on va se lancer dedans avec mon pote, voilà. Donc c'est un truc qui a été écrit vraiment à l'arrache entre deux tafs dans le métro de la ligne 13, c'est pas une blague, sur un iPhone 4, voilà. Donc l'idée de base vraiment, ça a été rédigé à l'arrache, mais le concept était là en fait. Donc le concept qu'on connaît dans Osmosis, de sites de rencontres amoureuses, genre l'algorithme parfait, tout ça, et qui fait qu'à un moment le libre arbitre est remis en question. En fait, c'était ça. L'idée de base, elle était déjà posée sur le papier. Donc de là, en fait, il y a un pilote entre guillemets de 2 minutes pour le concours qui a été écrit. Donc il a été réalisé, on l'a réalisé tous ensemble, on a retravaillé un peu le scénario ensemble, tout ça. Et après ça, il se trouve qu'on a eu un super retour sur Dailymotion parce qu'on a eu énormément de vues, on a eu énormément de votes, on a gagné le concours donc. Et on a été contacté donc juste derrière par Anne Santamaria qui était notre productrice de l'époque donc, et qui a voulu produire donc la version série en trouvant un diffuseur et qu'on fasse ça en plus grand quoi. Donc juste là vous aviez une version montée de 2 minutes, c'est ça, au moment du concours ? Ouais, en fait on a fait une version de 2 minutes, voilà. complètement. Donc là vous êtes fait repérer par quelqu'un qui vous a dit votre projet, l'idée m'intéresse. Exactement. On va essayer de la développer ensemble. Voilà, en version plus sérieux, quoi, plus gros. Et par pure question, c'était quoi la séquence justement en question ? Ouais. Alors la séquence en question, on peut la retrouver, je pense. Je sais même plus si elle est sur Internet, pour te dire. Peut-être pas. Ils l'ont peut-être retiré. Ils l'ont peut-être retiré avec. En gros, c'est il y avait du voyage dans le temps à l'époque, ce qui a un peu changé par rapport à la série. En fait, c'était des rencontres amoureuses donc organisées par une agence spécialisée qui utilisait le voyage dans le temps pour la faire. Qu'est-ce qui se passait en gros ? C'est qu'elle renvoyait dans le passé donc l'utilisateur qui payait une somme assez conséquente parce que c'est pas voilà, et elle organisait un rendez-vous parfait puisqu'on maîtrise exactement ce qui va se passer. Donc on mettait en scène la rencontre quoi, le coup de l'escalier, hop, elle va louper une marche à 10h30, hop, tu la rattrapes, hop, bonjour machin, elle aime ça. Et du coup ça se passait parfaitement. Tout était basé sur un algorithme qui disait que c'est la personne parfaite dans le contexte parfait et puis on met en scène la rencontre.
C'était assez original. Donc un mec, Paul, on a gardé le prénom d'ailleurs, utilise le service. Et de là, il tombe amoureux, mais c'est dans un temps limité, encadré par une police, une genre de police qui est payée par l'entreprise pour pas qu'il y ait de paradoxe temporel pour ça, parce qu'il faut que ce soit quand même contrôlé, donc hyper contrôlé. On passe des tests, tout ça, juste avant pour être sûr qu'on puisse le faire, on n'aura pas des psychopathes non plus dans le passé. Et du coup, une fois que c'est fait, il se trouve que le mec en question, notre protagoniste, il va perdre la tête parce qu'il va tomber amoureux, il veut pas rentrer, il veut rester avec elle. Donc à ce moment-là, il va se passer un truc entre lui qui veut pas rentrer, mais qui a fini le truc, et qui va être un peu la police du temps, qui va le courir après, quoi. Donc c'était beaucoup plus SF quand même, mais le concept était là du site qui fait rencontrer la personne parfaite dans un contexte technique et mathématique. Et à ce moment-là, l'idée, là, quand vous l'avez développée après par la suite avec la prod, vous avez écrit à 3 ou est-ce qu'il y avait une personne à 3? Le pilote, j'ai été le premier dessus parce qu'en plus j'étais en réalisation et création à Paris 8. Donc j'avais écrit le scénario, tout ça, je dis allez, c'est bon, je me lance. Même si j'avais écrit d'autres trucs. Mais après, ensuite, on travaille, on parle d'idées ensemble. On a toujours été hyper créatifs ensemble. On parlait de James Bond en préambule. On l'a fait ensemble petit, donc ensuite on s'est lancé ensemble, forcément. Parce que, on a une mini writing room intégrale en fait. Aujourd'hui, c'est justement intéressant comment on écrit à 3. Justement, on se met sur la gueule, en fait, globalement. On met surtout sur ta gueule, c'est en fait, ça. Finalement. Tu veux que je le dise Non, mais ouais, effectivement, c'est un peu... Quand je disais une mini writing room, c'est pas juste parce que c'est un peu la mode, les writing rooms, c'est un peu ce type de... Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, chacun vient avec... alors, ça dépend du projet. Quand on est sur un projet vraiment à proprement parler, on peut se splitter un petit peu les parties, tu vois, du scénar, parce que certains s'attachent plus à la Bible des persos, d'autres au déroulé narratif, etc. Voilà. En fait, on est d'accord à la base, on en a bien parlé, et puis on s'attelle à un personnage, plus à la Bible des persos, tout ça, et puis on en parle après, quoi. Mais globalement, l'idée, c'est vraiment de se dire, de mettre en commun des idées. Moi, j'ai pensé à un truc comme ça, et finalement... il n'y a pas d'ego entre nous, donc c'est la meilleure idée qui gagne. Et c'est vrai qu'on peut, je pense, gagner vachement de temps d'écriture par rapport à quelqu'un qui est seul, dans la mesure où, quand tu n'as pas forcément de contestataire et que tu es dans ton idée, tu dis non, mais c'est bon, c'est crédible, c'est machin, et tu manques un peu de recul. Là, en fait, c'est-à-dire que c'est... Ça rebondit à 3, ça rebondit. Voilà, mais non, c'est de la merde, ça marche pas, parce que machin, et ça implique si, ah ouais, t'as raison, bon bref. Voilà. Et donc ça va assez vite, du coup, sur le développement. En gros, t'as un genre de lead d'écriture par l'un de nous trois, celui qui a l'idée en premier ou quoi, qui balance le concept avec le fil, et de là, les autres ont souvent une idée que le premier n'a pas eu, en fait, parce que on fonctionne toujours mieux à 3 cerveaux qu'à 1, et surtout qu'il y a des points de vue extérieurs, donc c'est comme ça que ça marche. En vrai, il y a un lead d'écriture, de base, en tout cas un fil, et les autres rebondissent, et de là, bam, ça s'alimente, et voilà. On travaille de notre côté, on rassemble, on fait des séances d'écriture avec des post-it, machin, tableau. Et donc il n'y a vraiment pas de schéma, c'est un peu le... C'est assez organique parce qu'on se connaît, ce sont des frangins, ça aide à se connaître, donc c'est assez... Après, c'est vraiment... c'est pour ça qu'ils bossent en writing room, les écritures de série, parce qu'il faut avoir une production vachement plus... soutenue, dense que sur un long métrage, parce que les budgets sont moindres et on produit plus en minutage, donc il faut y aller en écriture. Et si on enferme des gens, 7-8 personnes dans une pièce... ensuite, une fois qu'on a notre déroulé, on a notre arche narrative que le créateur de la série fait normalement. Ensuite, on peut avoir effectivement un scénariste qui va s'occuper de tel épisode, mais on a déjà cette arche narrative en fait. Ça permet d'aller vachement plus vite, quoi. Donc c'est-à-dire, en fait, on est venu vous voir, on vous a dit, ok, mais on vous a déjà imposé le format? Vous saviez déjà que vous alliez faire des épisodes de moins de 10 minutes? C'était un long métrage à la base. Ouais. Ah, d'accord, ok. C'était un long métrage. Et on a rencontré Arte. Je pense qu'on profite pour dire qu'ils sont super. Ouais, ils sont top. Ils sont vraiment, d'un point de vue créatif, l'équipe fiction est vraiment top. C'est des gens lettrés, référencés, qui croient en fait en point de vue des auteurs. C'est suffisamment... ils le font de telle manière que il faut le souligner. On ne dira pas que les autres font mal, mais en tout cas, eux font très bien. Et en fait, effectivement, nous, on avait ce projet de long métrage qui était plutôt axé SF. Ça fait toujours un peu peur en France, SF. C'est deux choses qui ne marchent pas. France, SF, France. Non, ça ne marche pas. On a eu pas mal de... Et donc, effectivement, ils nous ont proposé un format plus short parce qu'eux développaient cette plateforme à ce moment-là et ils avaient tellement envie de porter le projet que la seule façon qu'ils pouvaient avoir en interne de trouver les financements pour le faire, c'était ça.
On s'est dit, bon, bah, Allez, 100 minutes ou 10 x 10. C'est ça. Donc c'est pour des raisons de budget que vous êtes orienté vers ce format-là, quoi. C'est ça, si je résume, on va dire. Pour que ça rentre, on va dire, dans le budget, vous avez dû... Ouais, c'est ça. Ouais, enfin, et puis il y a aussi des questions de ligne éditoriale en fait qui sont à prendre en compte chez les chaînes, c'est-à-dire que chaque chaîne va avoir sa ligne et ils se disent que les unitaires, les longs métrages vont passer sur tel créneau horaire, telle case, et telle case, bah, c'est des gens de tel âge qui vont regarder ou qui ont... Il y a aussi cette question de... C'est quoi voilà. d'ailleurs le créneau horaire, vous, de votre passage sur Arte? Enfin, vous le savez? Non, c'était digital. Sur le web. Ouais. C'était délinéarisé. C'était Arte Creative. C'est ça. Ouais. Tout à fait. Ouais. Ah ouais, je comprends. Ok. Et du coup, alors qu'est-ce qui a changé justement entre votre approche en fonction que au départ vous étiez parti sur un long métrage et là du coup vous avez dû complètement tout revoir, reformater. Donc, avec deux l'aide d'intervention de 2 personnes aussi. Faut noter quand même. Des 2 autres Loïc Bélan et Nima Cartier, qui nous ont aidés à retravailler donc, le scénario pour le formater au format 10-12 minutes, en fait, et voilà. Ces gens, ils ont été embauchés par la prod? Enfin, comment ça s'est passé? Ouais, C'est ça. ça. En fait, la prod, arrivé à un certain stade de développement, se dit bon, si on veut aller toujours aussi vite, c'est toujours la même question, et c'est ce que je disais sur les writing rooms juste avant, c'est que finalement, il faut embaucher. Pour amener des cerveaux. Voilà, c'est ça, surtout qu'il y a des durées limitées, il faut développer vite, tout ça. Donc ça aide, c'est toujours mieux de travailler. Et combien de temps vous avez eu alors du coup, la question? D'écriture, c'était assez rapide quand même. Dans mes souvenirs, j'ai pas le nombre de mois, mais... Entre le go prod et le tournage, il y avait quoi 6 mois 6 mois, je dirais. Peut-être 6 mois. J'aurais dit 6 mois. Et vous pensez que vous avez manqué de temps ou c'était suffisant? Sur la fin, c'était un peu compliqué parce qu'on avait une version donc, qui tenait la route. Et les modes de production, les moyens ont fait que en fait, il fallait cutter tant de minutes au dernier moment. Donc, je vais s'imaginer les petites séances d'urgence où il faut supprimer 3 minutes par épisode qui en font déjà 12, quoi. Au dernier moment, c'était un peu compliqué. Sachant qu'on avait déjà condensé au max pour que ce soit cohérent, en fait, que l'histoire se tienne. Là, tu dis, qu'est-ce que tu enlèves sans dénaturer l'histoire? Alors, à l'origine, vous aviez écrit 10 x 12 minutes, c'est ça? Et Entre on vous a 10 et demandé 12. d'enlever, Non, en fait, finalement. À la base, c'était vraiment un long métrage, donc c'était une centaine de minutes. Et en fait, quand on a eu l'aide des auteurs extérieurs pour reformater et que nous, on puisse effectivement prendre de l'avance aussi sur tout ce qui était pré-production, etc. Puisque l'idée aussi, c'est, on écrit mais on réalise aussi, donc il fallait aussi travailler là-dessus. Quand il y a eu cette réécriture globale-là, en fait, entre le moment où on réécrit pour reformater et le moment où on décide la production et on voit avec le producteur exécutif de combien de jours effectifs on a sur le terrain, avec combien de personnes, avec quel matos, et c'est là où on se rend compte que des fois on a un décalage. C'est ça. C'est ce qui s'est passé. En fait, on s'est rendu compte qu'on n'aurait pas le temps de tout tourner. Avec l'assistant réel, tout ça, on a commencé à bien tout faire, le découpage, tout ça, et on s'est rendu compte qu'en fait, on n'a pas assez de jours. Et la prod a dit, on n'a pas assez d'argent pour mettre plus de jours. On fait comment on enlève du temps, en fait, on supprime des séquences. Et de là où on est passé de 10 x 10, 12 à 10 x 9, 8, c'était un peu en dessous, quoi. C'était un peu random, en fait. Après, Arte, c'est assez cool là-dessus. Ils n'ont pas été relous avec... heureusement. C'est vrai que le dernier épisode est plus long. Exactement, parce que c'est un peu... C'est le dernier épisode, j'ai envie de dire. C'est ça. Voilà. Et puis bon, c'est bien de cutter, mais bon, à un moment donné, il y a aussi des personnages qui nous paraissent, du coup, il y a une frustration parce qu'ils nous paraissent un peu caricaturaux, un peu ça va vite, mais parce qu'en même temps, il y avait des séquences où on voulait les nuancer, mais elles y sont plus. Ouais. Tant pis. Et du coup, alors vous aviez une approche des sites de rencontres ou tout ce qui était le big data, tout ça. Ça, c'était quelque chose dont vous vouliez absolument parler depuis le début ou... On trouve ça assez actuel en fait, et on trouve ce sujet hyper intéressant et qui est aujourd'hui plus traité qu'à l'époque où en 2012 où peut-être on commençait à en parler. Comme on n'est pas précurseur, faut pas abuser, mais ouais, c'est un sujet qui nous tient à cœur parce qu'il est hyper d'actualité et il y a pas mal de gens qui sont pas forcément au courant de certains modes qui sont assez répandus, notamment l'utilisation des données, le big data, tout ça. On s'est dit on peut faire un sujet ludique dans la forme et qui puisse parler de trucs sérieux comme l'utilisation de données et qu'est-ce qu'on peut en faire en fait. Les projections, ce que fait très bien Black Mirror aussi quand il parle de l'utilisation des données, la projection, je veux dire... anticipation en fait, d'anticipation de ce qu'on peut en faire en fait, poussé au paroxysme effectivement. Donc oui, ça nous a toujours intéressé de parler de ces sujets et on s'est dit qu'Osmosis c'était une bonne porte pour pouvoir parler de ce genre de sujets qui ne sont pas traités beaucoup en France.
Vous aviez des contraintes de la part d'Arte? On peut pas vraiment parler d'imposer des choses, on va dire plus orienté. Ils ont dit voilà. Orienté, Le ouais. temps, en fait, je pense. Voilà, alors déjà le temps, effectivement, ça reste la contrainte. Mais Voilà. le budget, bien sûr. Ça, Mais c'est bon, pareil. en même temps, il y a aussi sur certains projets, on se dit que si on avait eu plus de temps, on aurait peut-être fait moins bien aussi, parce que travailler dans l'urgence, c'est aussi une façon de faire. Et puis je pense que c'est ce que tu disais sur Hitchcock, qui disait que chaque tournage est un accident. Enfin, pareil un accident. c'est pareil un accident. Et effectivement, il y a aussi ce truc de se dire bon, bah, c'est bien de remâcher le truc, mais à un moment donné, il faut quand même que voilà. Faut se lancer, ouais. Donc c'est pas tellement sur le temps. Le temps, ça a été une contrainte, mais c'était plus sur l'aspect social de l'application. Comment, en fait, socialement, ça peut influer sur nos modes de vie. Voilà, ça, c'était une des recommandations d'Arte, d'axer plus là-dessus et d'être moins sur vraiment de la SF. Nous, très honnêtement, la SF, c'était plus une toile de fond. C'est histoire de parler de ça. On va prendre un cadre SF, mais le cœur du projet, c'était ça. Donc, ouais, c'est plus orienté. Et encore une fois, ça a trait aux lignes éditoriales des chaînes, parce que voilà, chaque chaîne a son public, ou alors veut s'orienter vers un public. Nous, c'était le cas. Ils voulaient s'orienter plus vers un public un peu plus jeune. Bon, voilà. Il n'y a aucune chaîne en fait qui laisse roue libre. Hein, Et on vous a imposé des prestataires, peut-être plus de la part de la prod là pour le coup, mais genre voilà, vous allez bosser avec telle personne, que ce soit des chefs de poste ou je sais pas la post-prod. Est-ce que est-ce que du coup on vous a imposé des choses à ce niveau-là? C'est toujours un peu la bagarre, ça. Parce Ouais, que je pense qu'il ne faut pas oublier qu'un projet de série, de film, il ne peut pas se faire sans créatif et sans producteur. Donc c'est un peu un monstre à deux têtes. D'un côté, on a quelqu'un qui va raisonner financier, qui va raisonner niche, cible marketing, et de l'autre, on a quelqu'un qui a envie de porter un discours, qui a un point de vue, critique ou non, mais en tout cas, voilà, des aspirations un peu plus esthétiques, artistiques. Et il y a toujours un petit peu cette lutte-là. Donc malheureusement, au moment de choisir les chefs de poste sur un projet, c'est aussi une lutte de pouvoir. Donc nous, on ne l'a pas abordé dans ce sens-là, comme voulant prendre le pouvoir. Le fait d'être déjà 3 et de scoper un maximum de domaines en fait, de création, ça impose cette vision-là aussi. Mais sur les postes qui étaient vraiment clés, notamment le chef-op, sur le monteur, voilà, ça c'est des postes clés sur lesquels nous, il fallait qu'on travaille avec des gens de confiance. Parce qu'il ne fallait pas dénaturer la vision qu'on voulait porter. En fait. Oui, puis c'est une Donc, question on a fait d'affinité des... aussi. Exactement, complètement. C'est que ça. Maintenant, effectivement, nous, la prod, par exemple, nous avait proposé un chef-op, voilà, Oui, dont on a vu la bande démo et on s'est sauvé en courant, quoi. C'était quelqu'un qui avait beaucoup Il d'expérience. était professionnel, mais c'était pas du Donc tout la ils étaient vision sûrs qu'il artistique. Pas la bonne voilà. personne. C'est ça. Exactement. Voilà, c'était pas le bon interlocuteur. Eux fonctionnaient en se disant, lui, il a de l'expérience, c'est sûr qu'il fera rentrer tout ce qu'on veut faire rentrer dans le temps imparti. Nous, on voulait faire rentrer des jolies choses. Donc, Voilà. on n'était pas tout à fait sur le même... Après, c'est un travail de compromis, d'équilibre, quoi. C'est-à-dire, nous, on peut choisir notre chef-op, mais à côté de ça, la prod propose ça. On se met un peu plus ou moins d'accord. Après, En ouais, fait, c'est une question de confiance et d'équilibre Ouais, là-dessus. ça reste nécessaire C'est quand ça. même, parce qu'il faut quand même trouver un juste milieu entre rationaliser et s'exprimer, quoi. Donc on peut pas non plus se jeter à la corps perdu et dire on va faire cette idée-là et puis ça prendra le temps que ça prendra. Non, à un moment donné, il faut être un peu réaliste, il y a des contraintes et C'est ça. il faut être un peu plus pragmatique que ça. Et bon, voilà, quoi. C'est vrai que c'est quand même. Donc voilà, oui, pour répondre du coup, effectivement, sur les postes clés, en gros, on a mis des gens de confiance. La prod nous a permis de travailler avec des gens avec qui on avait l'habitude. Et sur d'autres postes, non, on a laissé la prod choisir. C'est sûr que par exemple les effets spéciaux qui sont voilà, un des trucs qui quand même est quand même plus que Point sensible. critiquable, on va dire, sur notre version. Bon, c'est clair qu'avec le budget qu'on avait, on n'a pas pu aller voir ILM. Ils Non. n'étaient pas dispo. Ouais, j'ai appelé, hein, mais ouais. Ils n'ont pas répondu. Ils ont pas répondu. Même Buff, même Bah, pas des gens que bien Buff. ici, ouais. Mais on avait Même Buff, ouais. rencontré des gens de Buff, très vrai, bien, c'est et vrai, nous, c'est ils vrai. avaient notre préférence. Alors, c'était pas via Buff, mais c'est des gens qui travaillaient aussi pour Mm. Buff, donc de cette Ça a école-là, failli se faire, ouais. mais il n'y avait pas le budget. Voilà. C'est ça. Dommage. C'était vachement plus beau ce qu'ils faisaient. Et oui, et c'était aussi vachement plus cher. Donc pour la prod. Donc ça, c'est Donc là, par Et, exemple, et ouais. tout ce qui est effets spéciaux, alors du coup, vous avez fait comment? Bah du coup, On on est doit passé. donner les détails. SMD, non, c'est ça ou... Non, bah Non, on il y a a- une boîte, il y a une boîte. Oui, il y a eu beaucoup de systèmes. Franchement, Ouais, des jours où... Et des jours. On a dû mettre la main à la pâte pour aider à faire ouais. les FX nous-mêmes. Des jours, des Sur nuits nos- même, sur non des rendus et sur Surtout des des ordinateurs. Pour du tracking, des choses comme ça en fait. Parce qu'on a eu pas mal d'écrans flottants, par exemple, notamment la séquence du début où dans la soirée avec Paul et Thomas, si vous vous rappelez. Et ben dans cette séquence, il y a pas mal d'écrans flottants autour de tout ça, et c'est de la caméra portée. Donc comme vous le savez sûrement, entre le fixe et le porté, c'est du simple au double, le prix des effets spéciaux. Parce qu'il y a du tracking, il y a du mappage 3D aussi pour que ça rentre dans le décor, que ça fonctionne, tout ça.
Et nous, on voulait absolument, en fait, dans une économie de coût de la prod, et nous, en fait, on a voulu en faire une force. Caméra portée, un peu Steadicam, c'est toujours dynamique, ça fonctionne, maîtrisé, tout ça. Mais niveau FX, c'est plus cher. On fait comment alors? Plan fixe ou Steady? Moi, au Steady, on verra au FX, quoi, de faire un truc propre, quoi. On avait alerté le studio que ça serait un plan séquence et que donc du coup il y aurait plus de boulot au niveau tracking. Mais bon, le jour où c'est arrivé, ils ont dit c'est compliqué. Ça prend du temps, on n'a pas le temps. Du coup, on a dû nous faire du tracking pendant des heures, la nuit en fait, parce que la journée était dessus, quoi. Et on arrivait le lendemain, on était défoncé de fatigue et on était en autopilote, en mode robot, mais on voulait tellement aboutir le projet que ça valait le coup, quoi. Mais on a dû mettre la main à la pâte pour les effets spéciaux, quoi. D'accord. On a tout fait, du coup. Enfin, quasiment. Réussi, oui, non, mais gentil, franchement, non, ça va. Et tout, c'est gentil. Non, mais après, on voit l'économie aussi. Après, voilà, on parlait de faire avec comme on peut. Bon, tu poses la question. Ça a l'air délicat. Non, mais ceci dit, peut-être que non, en fait. Bon, j'y vais alors. Le budget vous pouvez parler du budget que vous avez obtenu pour Arte. Pour Arte, oui, on peut le dire, ça a été officialisé. C'était 200 000 euros. 200 000 euros producteurs, hors CNC. Donc ce qu'on appelle les budgets producteurs, c'est pas les budgets qu'on a en effectif sur le tournage. Donc il faut savoir que ils prennent leur marge. Exactement. Voilà. Arte a fait. T'es en bout de course. Exactement. Arte a fait un chèque de 200 000 euros. Suite à ça, il y a effectivement tout un système de mécanismes d'aide, CNC, région, tout ça. J'ai pas le détail, ça c'est vraiment le job du producteur, donc je pourrais pas vous dire, mais je pense qu'il y a eu des démarches qui ont été faites dans ce sens, peut-être qu'ils ont eu, peut-être qu'ils n'ont pas eu d'ailleurs. Mais en tout cas, l'enveloppe de base, c'était ça. Ensuite, on n'a pas le chiffre exact de ce qui nous a été donné sur le tournage en opérationnel, on va dire, en prod-exé. C'était pas 200 000. Non. C'est pour ça qu'on s'en a ressenti, parce qu'on a demandé des caméras qui n'étaient pas déconnantes. On s'est dit, moi, juste en dessous. OK. Avec le chef-op, quand on discute, c'est que voilà, le budget était vraiment serré. Il y a une lutte de 15 jours sur la cam. Juste pour la cam. Parce que, non, on n'a pas le budget, on n'a pas le budget. Voilà. Bon. D'accord. Bon, OK. Mais d'ailleurs, on avait tenté de faire une estimation, je crois, nous déjà. Par épisode, du coup, on est dans une fourchette de combien à peu près du coup? Effectif en mode sur le tournage moins tout ce qui est avant, c'est ça? Vraiment en effectif. Par épisode, du coup, je sais pas, honnêtement. Ouais, moins de 20 000 euros du coup. S'il y a des épisodes. C'est-à-dire que officiellement annoncé, il y avait 20 000 euros. Mais bon, après, sans dire, je suis pas en train de dire que les producteurs s'en mettent plein les poches. C'est pas ce que je dis. Je suis en train de dire, effectivement, la production, ça a aussi des frais. Il faut payer les gens, développer, donner des options. C'est-à-dire que quand on signe avec un producteur, il va nous faire une avance finalement sur le projet. Donc tout ça, c'est aussi des frais à prendre en compte. Et on n'est pas en train de dire que les producteurs sont des voleurs. C'est le métier de producteur. Vous allez vous engager dans cette aventure avec une économie réduite et que c'était pas non plus. Voilà, c'est juste qu'effectivement, quand on nous a dit Arte finance à hauteur de 200 000, on savait qu'on n'allait pas avoir 200 000 et déjà 200 000, on se disait c'est juste. Pour faire de la SF, les gars, bon. T'es presque content que ça fasse un peu moins de 10 minutes parce qu'on s'est dit en 52, je sais pas que ça va se passer. Mais ça va pas ressembler à ça. Mais du coup, c'est vrai que c'était un vrai défi technique, notamment parce qu'on avait une ambition de faire un peu une lumière un peu cinématographique, d'avoir des plans, d'avoir une vraie photo. Sauf que, en fait, dans l'économie qu'on avait, il fallait qu'on fasse 20 minutes utiles jour. Et 20 minutes utiles jour, c'est les débits de soap, en fait. Donc, quand vous regardez Friends, on voit bien que c'est pas Lubieski, le chef-op de The Revenant, qui a été le faire. Bon, voilà. Il n'était pas dispo non plus. Il n'était pas dispo non plus. Donc, et même ça, c'est pas comme sur beaucoup de séries françaises, c'est pas hyper éclairé. C'est pas hyper éclairé, on a allumé tout partout. Oui, c'était drôle sur le tournage. Non, justement, en fait, le résultat n'est pas comme une série télé où tout est éclairé, parce que là, pour le gain de temps. Ça fait un peu bizarre au début à ça. Non, c'était pas une question de gain de temps, c'est beaucoup plus long de faire une lumière cinéma qu'une lumière soap, en fait. C'est-à-dire que les soaps, finalement... on bosse que la keylight, donc on écrase tout, tout est, le contre et c'est bon. On voit bien tout, il n'y a pas de suggestion. Je pense que ce que disait Flavien, c'est qu'en fait, c'est stylisé, c'est pas ça la question, mais c'est qu'en fait, vous avez plutôt décidé de travailler dans une atmosphère un peu sombre. Oui, ça fait plus, en fait, ce que je voulais dire, ça fait plus cinéma que soap. Ah d'accord, justement en soap, comme ce que tu disais, c'est que justement, ils font de la keylight et tout est éclairé. T'as peu de zones d'ombre et tout, donc c'est
c'est assez dommage. Mais bon, tu dis que voilà, t'es un peu dans la contrainte. Il faut savoir aussi, pour l'anecdote, que comme le budget était serré, on est honnête, hein, mais les décors étaient serrés aussi. Il n'y avait pas grand-chose. Donc du coup, on a essayé d'en jouer en ayant des cadres serrés pour que ce soit anxiogène, ça serve le propos, et travailler une lumière, du coup, de jouer, en fait, d'habiller plus avec la lumière qu'avec le décor, au final. On essaie d'en faire une force. D'où cette ambiance qui matchait, en fait, d'être sombre avec le fond, et qui aussi nous aidait à habiller le décor, qui était assez vide et pauvre. On se rappelle d'un mail notamment de l'assistant Réa, le premier assistant 3 jours avant le tournage, qui écrit à la prod et nous mettant en copie en disant qu'il était consterné par la béance des décors. Parce qu'effectivement, en plus, chef déco, on n'en est pas vraiment. Il y avait un responsable, mais on va dire qu'il s'occupait de gérer aussi les studios où on tournait en même temps que ça, parce que il n'était pas suffisamment payé pour faire que ça non plus. Bref, donc c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose. Nous, dès le début, on savait qu'on voulait habiller avec la lumière, parce que en plus, c'était des décors qui étaient utilisés notamment sur des sitcoms. On a tourné voulait pas qu'on reconnaisse non plus. On voulait pas qu'on reconnaisse, parce que c'est. Et donc effectivement, voilà, dès le début, nous on avait cette envie d'habiller par la lumière. Ça en a fait flipper plus d'un sur le tournage, jusqu'au premier assistant Réa, quoi. Mais il y a le café, notamment le café qui est en fait un appart, non ? Le café, non, le café c'est un vrai café, mais c'est quelque chose qui joue, je crois, dans. Je sais plus. La série sur France 3, merde. Sur quelle chaîne qui se passe Plus belle la vie, il me semble que c'est un. Peut-être. Non, tu confonds. Il tourne à Marseille, c'est pas un truc qui tourne. De Staccabi en tout cas. C'est de Staccabi en fait. Ça reste des productions Tel France, parce que Tel France est détenteur des studios Opéra en Yvelines. C'est aussi pour ça qu'on a pu avoir des tarifs pour pouvoir tourner là-bas. Ils étaient beaux les studios d'ailleurs. Ouais, les studios sont jolis et tout ça, mais normalement quand on arrive dans un studio, quand bien même il y a des décors qui sont déjà installés, on a un budget pour repeindre des pièces, les réaménager, remettre du mobilier. Et là, on les avait pas vraiment. Il fallait qu'on aille chercher dans le stock. Alors ils ont un stock, voilà. Mais bon. C'était un peu bricolage par moment sur certaines séquences, ouais. Voilà, donc du coup la lumière avait un rôle. C'est ça, primordial, et de toute façon on avait un super chef-op, donc ça s'est bien passé. Sylvain Rodriguez, Mais ouais, on est content d'avoir fait cette lumière. C'est vrai que ça a fait flipper plus d'une personne au début. C'était la lumière, sur le son, tournage, tout ça. Dans les retours, on a eu quelques petits commentaires. C'est pas un peu sombre, la prod disait, on voit rien, c'est trop on voit pas, il schwartz, faut allumer, c'est trop schwartz. Il faut allumer. On disait mais c'est bien, c'est comme ça que c'est bien. On veut pas voir. Un truc du genre, elle est pas finie là, cette lumière. Si, elle est finie. Si, ça va être comme ça. Ah bon? D'accord, un peu de la chambre d'harmonie là. Oui, par exemple, c'est ça. Hyper sombre, avec juste un contre, on voit juste les épaules, tout ça. Et d'ailleurs, c'est esthétique, quoi. Mais... C'est ce qu'on s'est dit au fait par rapport en fait au décor, le fait d'avoir choisi des cadres serrés et tout, c'était justement pour essayer de. Exactement. Pour fixer un peu exactement l'économie de moyens. Au final, le résultat fait qu'on ne voit pas trop, je pense, à peu près. Avant d'attaquer vraiment le tournage, juste une dernière question là, sur tout ce qui concerne la pré-prod et tout ça. Bon, vous étiez, on va dire, un peu dans une économie réduite, amateur, enfin un peu entre vous, avant de commencer vraiment Osmosis. Dites-moi si je me trompe. C'est ça, tout à fait. On se dit quoi quand on a le contrat signé, qu'on a une petite enveloppe et qu'on va commencer un projet produit par Arte? On se dit quoi dans sa tête? Au boulot. Voilà. On y va. C'est le moment de jouer une belle carte. Donc allons-y. Juste avant, il y a un wouhou quand même. Oui, voilà, il y a quand même. Oui, on était mais contents. après, c'est-à-dire qu'à peine on a terminé de se dire, c'est génial, au boulot. T'as la réalité qui arrive, t'as les appels, les machins, la prod, les machins. Bon, alors voilà, qu'est-ce que. On fait comment? Un moment jubilatoire, mais très court. D'ailleurs, pour l'anecdote, on va rigoler, c'est que je fais les storyboards en général, on parle du découpage aussi ensemble. Et j'avais fait un premier storyboard pour le début de la série et j'ai eu une réponse, du côté de la production. Ouais, c'est pas Michael Bay. Hein. C'est quoi ce découpage? On n'a pas les moyens. D'accord, bon, on va refaire un truc à pas la baisse, c'était rigolo. Quoi. Imaginez plein de plans, plein de découpages. Ouais. Avec des on est redescendu sur Terre, quoi, avec des mouvements, du travelling, très léché, quoi. Un peu entre guillemets Fincher, sans argent, mais très léché, c'est beau travelling. On a au Millennium, tout ça, par exemple, on ne citait que ça. Et on est redessus sur Terre avec la prod. Oui, t'avais encore les étoiles dans les yeux à ce moment-là. C'est ça, ça commence par, c'est très joli, très beau découpage, j'adore, mais c'est pas Michael Bay. On fait pas du Michael Bay. Okay. Voilà, c'était rigolo. D'accord. Bon, on attaque le tournage. Allez, les mains dans le cambouis. La première question était plutôt pratique. Louis en fait est souvent cité comme étant le réalisateur, mais donc du coup est-ce que vous aidiez aussi à la mise en scène ou au placement de la caméra, ou vous étiez plus sur le jeu de officieusement vous êtes à 3 quoi? On a toujours été 3 en fait, mais pour des raisons de production
Il faut savoir aussi que voilà, ils avaient vu un petit peu ce qu'on faisait, mais c'était à ce moment-là le projet le plus ambitieux qu'on avait porté. Donc et les petits jeunes, ils ont l'air d'avoir des bonnes idées, mais on va les laisser faire tout ce qu'ils veulent quand même. Et finalement, de contrôler une seule tête, un seul référent, c'est plus facile que 3. Donc on nous a toujours expliqué, la prod a été faire là-dessus, qu'effectivement on réaliserait à 3, mais qu'officiellement il fallait en déclarer un seul. Ça rassurait la chaîne. En fait, ça rassurait surtout la prod. Il y a un responsable. Complètement. Parce que si jamais ça dérapait, c'était sur lui que ça allait taper. Voilà. Ouais. Mais alors du coup, concrètement, sur le tournage, vous répartissez ça comment alors ? On se répartissait les tâches en fait. Ce qui est assez déroutant à la base pour l'équipe, ça a été un peu déroutant parce qu'en fait on est tellement raccord en amont entre le travail d'écriture et parce qu'on se connaît un tout petit peu en tant que frères, donc forcément ça aide, qu'en fait on sait très bien vers quoi on veut aller, mais sans se parler en fait. Mais vraiment, de bout en bout, on sait comment on va l'histoire, on sait comment on va mettre en scène, on sait comment on va le filmer. On va discuter par moment, mais ça dans 2 secondes, on se rassemble, bam, on se remet dans le tournage et on dit quoi faire. Donc c'est assez déroutant parce qu'on a le même discours, même sans être à côté. Donc du coup, l'équipe technique, on la gérait un peu tous les 3. C'était plus facile en fait. C'est-à-dire qu'il y en a un qui discutait avec le chef-op, pendant un autre discutait avec la productrice pour expliquer machin, et pendant ce temps, l'autre avec l'acteur pour lui dire comment on voyait le truc. Et on avait un gain de temps fou qui nous a permis de rentrer autant de minutage utile dans si peu de jours en fait. On en a fait une force en fait des 3. En fait, on avait des réunions entre nous, on se connaît, on s'en est parlé. Puis après, sur le tournage, ça coulait, quoi. C'était très fluide. Il y a même eu des moments où on a tourné en double équipe. Ouais. Du coup, on s'est splitté, splitté, parce que c'était pas l'assistant réel qui faisait quoi, c'était voilà. Donc moi, j'étais sur un côté du plateau, les intérieurs. Eux, ils ont fait des extérieurs pendant ce temps, et c'était vraiment, on n'aurait jamais pu filmer autant en si peu de jours si on s'était pas splitté. Donc c'était juste indispensable d'avoir été 3 en fait. On en a fait une force. En 11 jours de tournage, je crois qu'il y avait 18 décors. Ouais. Avec une lumière, on voulait en tout cas une jolie lumière travaillée. Des mises en place rapides, c'était vraiment fourmilière sur le plateau. Ça allait dans tous les sens. Et d'ailleurs, c'était pareil, sujet attention de la part de la prod, parce que oui, mais le chef-op, il met du temps pour installer. Oui, mais on veut que ça soit joli, donc il faut mettre un peu de temps. Et les comédiens aussi, qui voyaient bien qu'en fait, tout ce temps qu'on prenait pour un install lumière, ça serait du temps de jeu en moins pour eux. Donc c'était... Ça mettait des petites tensions, mais qui se sont gérées tranquillement. Mais oui, ça mettait du stress en fait. Sur le plateau. Et donc il vous arrive finalement jamais de vous disputer sur le tournage. Enfin, non. Disputer, c'est un grand mot, mais je veux dire, quand il y a un conflit sur une idée ou quand il y a un truc qui grippe, qui coince, il y a jamais. On va se parler au pire. On se met 2 secondes à l'écart, on va se parler. C'est un peu caricatural, mais on s'embrouille pas en fait sur le tournage. En dehors, bien sûr, on se met sur la gueule, mais non. Pas sur le tournage, ouais. Sur le tournage, non. En général, on est. Tout le monde bosse en amont, non, il n'y a pas de souci sur le tournage. C'est un des trucs qui a fait ce que tu disais sur ta question précédente, où ils ont voulu désigner un réa en chef, en tout cas entre guillemets, parce qu'ils se disent ouais, mais s'ils se mettent à se taper sur la tronche les 3, comment on fait quoi ? Pour pouvoir se référer à une personne en cas de problème. C'était pas le cas. Mais ça s'est tellement bien passé qu'on n'a même pas ressenti sur le tournage la pression juste sur mes épaules par exemple ou quoi. On était tous les 3 réals quoi, donc. Aucun problème là-dessus. Finalement, c'était ça, mais au final, ils nous parlaient à tous les 3. Donc, comme si, dès qu'il y avait un problème, c'était le plus proche qui était chopé. Ouais. Puis on avait tous nos techniques, on a tous notre personnalité aussi qui fait qu'on gère plus ou moins le tournage. Ouais. On a tous nos petits trucs. Quoi. Non, ça s'est bien passé au final. Très bien passé. Là-dessus, en tout cas. Vous connaissez, c'est quoi les défauts de chacun ? Alors, moi, c'est facile. Ouais. Je peux parler de... Je sais que je broie le... Qu'est-ce qu'on fait ? On se balance à la tronche. Vous connaissez entre nous. Louise, par exemple, il est toujours ultra volontaire et quand il fonce, mais il y a toujours un petit temps avant de se lancer, au moment où on dit on va faire ça, où il va ronchonner. C'est voilà. Putain, c'est ma manière de digérer le truc. Sa manière de digérer, il va ronchonner 5 minutes et ensuite, c'est l'autoroute. Pour 5 minutes, ça va encore, c'est bon. Bon, selon le temps qu'on a, c'est ça. Si on a plus de temps pour enchaîner, on va enchaîner plus longtemps. Le temps que j'encadre bien le problème, je vais râler. Et une fois que c'est bon, allez, on y va. Mais t'as besoin de te rassurer, en fait, c'est ça pendant C'est peut-être une manière de me rassurer et de bien encadrer quand c'est souvent quand il y a un problème que je vais ronchonner ou qu'il y a un truc un peu. Voilà. Mais oui, c'est vrai. Je suis comme ça. Sa volonté de bien faire. Mais je veux pas trop le dire parce que du coup, ça atténuerait le côté non, tu nous fais chier à ronchonner tout le temps, tu vois. Donc, tout le temps, faut pas abuser, t'abuses. Voilà. Pour le reste, je vous laisse. Moi, j'en ai dit un, donc après. Ok. Will, je pense qu'il est plutôt tout le temps à critiquer un peu tout quand ça va pas. Très. On pourrait dire pointilleux, nous on le trouve relou des fois. Dans le sens, tout le temps à critiquer quoi. Ouais, ça c'est pas bon, machin. Perfectionniste, en fait. On va dire ça, mais il est tout le temps. Il a du mal à dire c'est bien tout de suite quoi. Il faut quand même qu'il critique vachement de prime abord quoi. Moi je dirais ça sur Will en tout cas.
C'est gentil. Moi, je m'attendais à un nazi Un truc ou à, tu vois, vraiment saignant. ouais, attends, un truc, tu vois, autoritaire. Je voilà. suis enregistré, je fais attention. Mais du coup, en fait, c'est celui qui vous pousse, en fait. En fait, plus oui, ou moins, peut-être, ouais. c'est vrai. En fait, meilleur. ouais. En fait, il y a un équilibre. On va dire que voilà. Et Gab, pour terminer, c'est le plus sécuritaire. C'est celui qui va dire non, mais ça va être compliqué. Il faut y aller 12 pains. Il est plus sur Il arrive à la fin, l'assureur. quoi. C'est l'assureur un peu. C'est En un fait, défaut, ça, maintenant des fois, ça fait qu'on avance peut-être un peu moins vite parce qu'il va D'accord. prendre beaucoup de pincettes. Mais ça nous aide dans d'autres cas de figure, en fait. On va dire, on a vraiment un équilibre. Will, c'est celui qui, allez, on fonce, voilà, vite, machin. Gab, un peu plus assurance, et on va dire que je suis un peu entre deux, en fait. On s'équilibre vraiment bien, je pense, tous les trois là-dessus, quoi. Ouais. On a nos personnalités qui se complètent, quoi. Du coup, est-ce que vous aviez pu tenir le délai de tournage? Et oui. Tout à fait. Finalement. Et oui. On n'y croyait Ah, pas. mais les horaires, pas trop. On a fini à 3h du mat à Montmartre. Le dernier jour, c'était l'enfer. 3h du mat, ouais. Dernier jour de tournage. Il pleuvait. Il commençait à pleuvoir ou pas? J'ai un Il souvenir commençait à qu'il pleuvoir, commençait à pleuvoir. Oui, bah, c'était en Avec toute février, l'équipe. donc, Je me rappelle d'une phrase, fait rire, je pense, mais le chef-op, on ressemblait tous plus à rien. On avait une grosse barbe. Non, mais vraiment, on voyait qu'on On avait perdu souffert, 5 quoi. kilos chacun. Voilà, on avait et pour des poches l'anecdote, sous les yeux. Là où on dormait, il y avait un problème avec le chauffe-eau, on se lavait à l'eau froide à 6h du mat, on n'avait pas d'eau chaude, c'était vraiment l'armée. J'ai pas fait l'armée, hein. Je pense que c'était pas loin, psychologiquement et physiquement. Oh, ça réveille. Hein, Pendant 11 jours, au moins ça réveille. Et du coup, dernier jour, 3h du mat, commence à pleuvoir, le chef-op qui avait des cernes jusqu'aux oreilles. Et je le regarde, je lui fais, on termine la dernière séquence, on applaudit, on l'a fait, Sylvain, on l'a fait. Et il me regarde, il dit, maintenant j'ai plus peur. Il m'a dit, j'ai plus peur d'aucun tournage maintenant. J'aurais plus Donc, jamais c'est peur. l'enfer, quoi. Pire que le Vietnam. Ouais, voilà, Ok. c'est ça. Donc c'était rigolo, ouais, mais on a tenu les délais, mais Ouais, ce qui a été formidable, et ça, je veux vraiment le dire, les techniciens ont été top. vraiment. J'aime pas le mot technicien parce que ça renvoie à une compétence technique, et en France, il y a encore cette espèce de hiérarchie à la con. Mhm. Nous, on fonctionne toujours à 3, donc pour nous, on valorise vachement le travail d'équipe. Et les techniciens, ils font partie intégrante de cette équipe. Complètement, ouais. C'est pas, ça paraît galvaudé quand je dis ça. Oui, sans maquillage, y a pas. On dirait un discours des Césars pour remettre le César du meilleur maquillage. C'est Non, pas le c'est cas. vrai. Et ils ont vraiment tous joué le jeu. Ils ont accroché au concept. Nous, on leur a tous dit dès le début. Alors, on vous dit web, on vous dit machin, mais c'est pas Norman fait des vidéos. Nous, c'était un long métrage. Donc, en fait, c'est un long métrage. On va juste le découper au montage en 10x10. Donc, mais c'est pas les moyens d'un long métrage. Et eux, ils ont décidé de jouer le jeu. Ils ont cru au projet. Ils ont fait des heures sup non payées. Il y en a eu plein. Voilà, on leur a C'est bien de le dire. Ils ont été Voilà. top. Ouais, non, c'est. franchement, Alors, l'assistant Ouais, réel c'est- avait déjà fait un plan de travail. Il avait dit, les gars, vu le budget qu'on a, il y a tant d'heures sup non payées. Mais ils ont tous accepté de jouer le jeu. Et donc c'est bravo, pas Ouais, mal, quoi. mais c'est peut-être pour ça que ça c'est rentré en fait, c'est que de tout le monde, mais aussi bien même en pré-production que jusqu'à la fin de la livraison, tout le monde était volontaire en fait. Tout le monde était pour le bien du projet entre guillemets et s'est dit si je signe, même si c'est des compétitions pas top ou quoi, le truc me plaît, allez on fonce. Que Ouais, ce soit les et- techniciens, même la prod, hein, enfin c'est non, tout le monde a été super là-dessus quoi. C'est vrai que il y a beaucoup dans ce milieu-là, les techniciens qui se disent au moment où ils bossent sur un projet, en plus de ça, c'est des équipes, nous on connaissait pas tout le monde, donc on rencontrait des gens. Il y a beaucoup de relationnel et de se dire, si ça marche bien et qu'ils réalisent d'autres trucs, j'aimerais bien donc les techniciens peuvent être des fois un peu sympas, commercial on va dire. Là, c'était pas le cas. Ils étaient vraiment impliqués. C'est-à-dire, c'est même eux qui disaient. Il y a certaines scènes où on disait cut, on l'a, c'est bon, on la garde, on passe à autre chose. C'est les techniciens qui revenaient nous voir en disant vous êtes sûrs les gars, vous voulez pas qu'on la refasse parce que moi j'ai eu l'impression que non, je t'assure. Enfin voilà. Et quand on a une équipe comme ça, Ça fait petite famille, c'est cool. Ouais, c'est top. ça. Juste, on revient sur cette question-là, on l'a pas posée. Les inspirations en termes d'image, quand vous avez communiqué avec le chef-op et tout, comment ça s'est passé? On lui a montré. Moi, je sais que je me suis dit, bon, il va avoir peur. Il a acheté un coup d'œil. Il a fait en 2 secondes. Ouais, j'ai compris. Ok, top. Et je me suis dit, mais il a compris ou pas? Parce qu'il a regardé 2 secondes et il est parti. Je me suis dit, non, mais Le mec est parti pleurer, Sylvain, tu t'as veux dire. compris? Je leur ai fait, ouais, non, mais c'est bon, j'ai compris. Et à ce Et moment-là, il nous a fait des il faut images dire que c'était vraiment incroyables. c'est la première fois qu'on bossait avec lui. Alors on le connaissait par des avait déjà connaissances, rencontré, des amis, etc. On avait vu ce qu'il avait fait, on savait que c'était super, mais que c'était vraiment dans ce qu'on voulait faire. On fait le tour avec lui pour pré-lighter, donc en prépa sur le plateau, et on lui sort des références, Darius Khondji, Qui n'ont pas fait beaucoup de web-séries. Dans hein, les 100 000 skis, euros, quoi. Ubieski, enfin voilà, on lui parle de David Fincher, on lui parle de Nicolas Winding Refn, enfin on parle.
Et il nous disait ouais, avec un air détaché. On s'est dit à la fin de la prépa, on s'est dit soit ça va être un génial, génie, soit il a rien capté. ça va être pourri. Et bon, au final, c'était un génie. Ça va être un extrême, c'est sûr, parce qu'il avait l'air tellement nonchalant. Ouais. Au final, très content, quoi. Ça s'est très bien passé. D'accord, ok. Ouais, donc c'est vrai qu'en termes d'influence, Fincher, David Fincher, il y a un petit easter egg d'ailleurs sur le fait que Harmony, la hackeuse, qui fait clairement clin d'œil à Lisbeth Salander de Millennium. C'est pas un easter egg, c'est un peu flagrant. Non, ça c'est pas un easter egg, mais donc c'est assez flagrant. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, dans la série, quelqu'un fait des recherches sur elle et se rend compte que son pseudo en ligne c'est The Girl with the Dragon Tattoo. Enfin voilà, c'était petit easter egg, mais voilà, David Fincher, Winnie Griffin, visuellement en tout cas, c'est vraiment. L'idée, c'était d'avoir des cadres très maîtrisés. Bon, on a fait ce qu'on a pu avec, encore une fois, parce que en termes de découpage, il fallait aussi être optimisé là-dessus. Mais voilà, ce genre de patte visuelle, quoi. Très soft, très diff, et puis beaucoup de gélate, plus façon Winnie Griffin, voilà. De bleu, de aussi. rouge, Voilà, et maîtrisé et léché au maximum. Voilà. Le C'était sous-sol, l'idée, quoi. je me rappelle du sous-sol d'Osmosis, Ouais, c'est ça, bleu complètement. Ouais. Avec les néons sur les côtés et les gélates. Ouais, totalement. Ouais, et ça faisait partie du projet, c'est-à-dire que visuellement, on nous disait la SF, c'est ambitieux sur le principe parce que c'est un projet SF en France, etc. Mais c'est pas le fait que ça soit SF. Enfin, nous, l'ambition du projet, on ne la mettait pas sur le côté SF, on le mettait vraiment sur ce côté plastique. Voilà, on a plein de belles choses qui ont découlé de la nouvelle vague en France. Le problème, c'est que depuis la nouvelle vague... il n'y a plus trop de vagues. C'est calme, c'est ça le problème. Non, mais c'est vrai, il y a des choses magnifiques de la nouvelle vague, les Truffaut, les machins, et on se rend compte qu'esthétiquement, il y a une espèce de prise de parti des Français de se dire non, mais nous, on fait du réalisme, on n'est pas dans l'effet, on n'est pas dans l'esthétisation anglo-saxonne. Donc c'est assez rare de voir des projets esthétiques en France et c'est dommage, quoi. T'as eu une vague en 90 quand même, on va dire, avec Benex, Besson, oui, Jeunet était toujours là d'ailleurs. Qui ont été travaillés aux États-Unis, T'as toujours ironiquement des gens aussi. comme ça qui sont arrivés et ça en fait c'est bizarre parce que ça n'a pas duré. Non, et souvent ils se disent ils ont été travaillés aux États-Unis après. Oui, voilà, il y en a qui sont souvent, partis aux mais ils ont États-Unis, commencé en France complètement. Mais on a eu une sorte de renouveau, mais ça n'a pas pris. Non. Je pense qu'il y a certainement une question de frilosité des producteurs, mais sûrement. Peut-être. C'est multifactoriel. Après, je pense pas qu'il y ait qu'un truc. Après, c'est toujours la question de la poule ou l'œuf, dans le sens où est-ce que c'est l'esthétique qui va influencer ce que les gens ont envie de voir, ou est-ce que c'est ce que les gens ont envie de voir qui va influencer comme notre manière de filmer, quoi. Je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'autocensure de la part des créatifs en France, de se dire ah ouais, mais bon, ça va faire flipper, ou ah ouais, mais si c'est... Enfin, je sais pas, moi, quand je regarde Seven et que je vois Brad Pitt et Morgan Freeman en flic... 95, à aucun moment je me dis que c'est réaliste, mais c'est pas pour autant que ça m'emmène pas en fait. Voilà, Brad Pitt avec son look de jeune premier qui est jeune flic, on est dans des archétypes de personnages assez. En France, on se dit ah non, mais c'est caricatural, c'est pas crédible, je vois pas un flic super beau gosse comme ça qui arrive à la PJ, tu vois, ça marche pas. C'est con parce que finalement c'est cette esthétisation qui aussi emmène et permet de... Enfin voilà, on est dans de la fiction, c'est pas un documentaire qu'on fait. Et des fois il y a un petit décalage. Il y a des gens qui font des choses formidables. Audiard en France, c'est juste magique ce qu'il fait. Mais bon, ils sont trop peu. Alors, est-ce que c'est... Je pense qu'il y a un peu d'autocensure. Je pense que quand les Français essayent de refaire comme les Américains, j'ai l'impression que le public français, ils vont avoir des réticences, tu vois, à se dire tiens, on fait comme eux, mais en fait, on n'a pas les moyens, en moins bien. Ouais, après c'est quand même autre chose parce que là, on compare quand même on parle de cinéma. C'est vrai que le fait déjà de se déplacer, d'aller au cinéma, on met déjà dans un contexte où on sait qu'on va avoir quelque chose, une fiction ou quoi, quand on est chez soi, regarder des séries ou quoi. Je pense que le mode de consommation influe aussi sur l'attente, sur l'attente en fait, et sur le mode de production au final. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que... Enfin, il y a eu des réunions avec des prods, et notamment sur la partie Netflix. Alors, c'est pareil, je sais pas si je fais une digression ou quoi, mais on en reparlera après. On nous explique, en fait, tout ce que ne va pas être la série. Mais avant ce qu'elle va être. Avant ce qu'elle va être. Mais ça moi, nous a dérangé. Je m'en fous de savoir ce que tu n'as pas envie de faire. J'ai envie de savoir ce que tu as envie de faire. Oui, c'était moralisant. Complètement. C'est comme ça, c'est voilà. négatif. Et là, on était juste en train de poser des mots sur une feuille. On n'était pas en train de dire il faut prévoir les moyens techniques et machin, etc. Donc cette espèce d'autocensure, elle est vraiment. Elle existe. Elle existe, clairement. C'est pas un mirage. Et encore une fois, quand je disais tout à l'heure qu'il y a des vrais talents en France, mais on les laisse pas, on n'ouvre pas les vannes, et on espère que effectivement les plateformes vont un petit peu encourager ce genre de choses. Elle commence un peu, je pense. Bon, c'en est l'illustration typique. On est arrivé en réunion, on se dit
Ouais, mais on s'en fout de ce que ça... Non, ça sera pas Blade Runner. Oui, bon, bah, Mais ok, on ça s'en commence fout, comme ça, ouais. mais- Mais c'est compliqué, quoi. Nous-mêmes, notre version sur Arte, c'était pas Blade Runner. Hein. Ouais, On n'a pas clairement vu la pas, même ouais. chose, quoi. Enfin, bon. Bon, après, il faut pas être pessimiste. Moi, je pense effectivement Non, que les plateformes ouvrent vachement, et elles forcent la main, en fait. Ouais. Il y a une envie, en fait, des Français, des producteurs français, de faire comme ce que font certains pays anglo-saxons, mais pas qu'anglo-saxons. L'Espagne font des super séries, l'Allemagne aussi, on peut parler de Dark, c'est très bien, ça fonctionne bien. Enfin, on parle d'Europe, là, c'est vraiment des pays limitrophes, quoi. On va pas très loin, pas besoin d'aller outre-Manche, je sais pas où. Et Il je aura pense fallu attendre l'arrivée des plateformes. Quoi. Exactement, pour dire, vous pouvez le faire aussi, quoi. On a oublié de poser cette question par rapport au tournage, premier jour de tournage. Le premier jour, on a tourné des scènes de nu. Ouais. On peut noter les scènes de nu au début de la série. Ouais. Première séquence, ouais, Première Des séquence. caches. C'était compliqué parce qu'en fait, on était sur le tournage. Tout le monde a lu le scénario, j'espère, parce que ça, je me serais été inquiet si les acteurs ne l'avaient pas lu. Donc, mais non, je me dis que on se dit que tout le monde est au courant. Et on a un problème, c'est que pour la scène de nu, l'actrice qui est adorable, Alexandra, mais elle était un peu réticente, ce que je peux comprendre, parce que c'est une scène de nu. Donc elle va me voir, elle me fait, oui, est-ce qu'on peut, comment on fait, genre, je veux pas trop la faire. Et là, c'est vrai que ça a été compliqué. T'étais sur le tournage. Elle te dit ça sur le tournage. Ouais, en fait, elle a eu un petit flip sur le tournage. Elle a commencé à le dire. La manière dont vous allez cadrer, c'est ça Non, je Ouais, pense surtout elle voulait qu'elle se poser veut des questions, passer toute l'équipe. Toute Il y avait l'équipe. 30 Et là, personnes sur elle- le tournage et s'est dit, attends, 30 personnes dans la même pièce. Non, mais je la enfin, comprends. Je suis pas en train de réduite, critiquer parce que normal. c'est le premier jour, surtout. C'est-à-dire qu'elle connaît pas les gens et on doit, enfin, scène de nu, quoi. Donc oui, donc il y a eu une petite discussion. Même pour nous, c'était compliqué parce qu'on se met dans le bain, et effectivement, et on a déjà un premier problème légitime, et ça a été un peu. Mais au final, ça s'est très bien passé. On a discuté, elle a compris. On a fait équipe réduite, le minimum syndical, c'est-à-dire pour diriger, nous derrière le combo, juste cadreur, tout ça, et les autres dehors. Et juste la costumière qui était là pour remettre au maximum le drap pour pas qu'on voit le haut de ses fesses ou quoi, et voilà. Et on essaie de tourner le plus vite possible. Et au final, ça s'est bien passé. Mais effectivement, c'était compliqué de gérer une scène de nu dès le premier jour. C'est un peu, pour tout le monde, c'était... Après, voilà. c'est toujours le moment que... Bon, après, ça a mis tout le monde à l'aise au final. Ouais, parce que c'est on a un ça, poil c'est le moment des- qui reflète la comédie. Donc, c'est ça. C'est ça ça. se fait souvent. Ça avait, en fait. ça avait été prévu comme ça d'ailleurs Ouais. dans le Dans le plan découpage, de travail, complètement. parce Ouais. que je me dis bon c'est quand même un peu Ouais. Oui, c'est ça. Non, Quand même de commencer on n'est pas arrivé premier jour en disant, tiens, on va faire une petite scène de nu, pour se détendre. C'est ça. Non, Et du coup, c'est drôle parce que je me suis dit, bon, si elle veut vraiment pas, j'ai pensé une anecdote que je sais pas si vous connaissez sur Starship Troopers. En fait, il y a une scène de nu avec tous les soldats qui sont dans la salle dans la douche, et, et il se trouve que, pareil, il y avait quelques acteurs qui étaient réticents. Donc Verhoeven a fait, je la fais à poil avec vous. Et il a dirigé à poil et ça a mis tout le monde à l'aise. Donc j'ai pensé à ça, je dis, j'espère qu'on va pas en arriver là quand même. Le premier jour à poil, on va plus... ça fait bizarre. Le metteur en scène, soit on le respecte, on respecte plus. Je sais pas. Oui, d'autant que s'il y en a un qui prend la décision, les autres Ils sont obligés. peuvent la prendre. Oui, exactement. Ouais, Alors, vous embarquez avec les... Voilà, c'est ça. Non, ça serait peut-être engueulé là. Voilà. Donc du figure, coup, c'est pas mais ça présenté, s'est bien mais ouais, fini. ça a été compliqué, Voilà. ouais. Tout le monde a été compréhensif, ça s'est bien terminé. Après, c'est vrai que ça se fait souvent d'attaquer par les scènes compliquées comme ça. Alors, les scènes de fin, par exemple, généralement, les réals veulent pas les faire au début parce qu'il faut le temps de s'imprégner, que l'équipe s'imprègne, les acteurs de leurs personnages, etc. Mais les scènes de nu, ça se fait assez régulièrement de commencer par ça. Parce que c'est vrai que, on se connaît pas, on se jette dans le bain tout de suite et puis on n'en parle plus. Que le temps de se connaître, de s'appeler par nos prénoms, de rencontrer, ça peut créer encore plus de timidité des fois, ensuite de se dénuder devant des gens qu'on connaît, alors que là, c'est peut-être un peu plus impersonnel. Voilà, on avait travaillé avec la comédienne, on avait quelques jours de prépa avec les comédiens avant le tournage. Voilà, on lui avait expliqué déjà comment on voulait faire la chose, voilà, que c'était pas du tout du porno, mais on peut pas parler d'amour sans parler de sexe, donc à un moment donné, il faut quand même aussi un peu l'illustrer. Voilà, ça c'est... Et puis elle a été rassurée, on lui a montré un petit peu les éclairages qu'on voulait faire. Voilà, elle a vu que c'était quelque chose de joli et pas quelque chose un peu graveleux, donc ça rassure. Ça s'est bien fini. Mais oui, c'était sport comme entrée en matière. Ouais, Scène de nu direct avec tout le monde, ok. Juste, redites-moi le nombre de jours de tournage et quelle caméra avec laquelle vous avez tourné finalement, la fameuse 11 caméra en dessous de la caméra que vous espériez. C'était 11 jours. 11 jours. D'accord. 11 jours. Voilà, et c'était une Sony, c'était la... Je vais pas dire de bêtises. S5 ou... non, C'est pas la FS7 FS7, Non, je crois, non, c'est c'est pas pas la celle-là. FS7. C'est juste en dessous. Je me rappelle plus. J'ai un blanc. FS5, J'étais tellement déçu. F5. Ouais, F5. F5, je crois que c'est F5. F5 ou FS5. Avec en AJA C'est- pour récupérer ouais. directement. Ça doit être la F5. C'était du Full HD. En ProRes, du coup. Vous avez tourné en HD Ouais, Ouais, Full Full HD. HD en fait, on a tourné et avec un AJA du coup pour quand même éviter Pour la récupérer au max la compression, qualité, mais, quoi. Ouais, voilà. D'accord.
Et c'était On pas aurait vraiment préféré ce qu'on Alexa. voulait. Ouais, on Vous voulait- aviez on espéré voulait quoi l'Alexa. Vous On voulait voulez l'Alexa. Ouais. Après, il y avait la Amira, c'était Alexa version documentaire, voilà, qui est portative, qui est moins cher. Et même ça, c'est pas passé. Parce que 4K, ils se sont dit flux plus lourd pour la post-production, tout ça, mais en fait, non. même éventuellement chez Red ou quoi, mais. Ou au pire chez Red, mais ouais. De base, on Mais visait ça avec sous-entendait une Alexa. post-prod peut-être un peu plus lourde. C'est ce qu'ils Bah, disaient, nous, ça nous faisait pas peur. Non, nous, ça nous faisait pas peur. C'est Ça nous eux faisait c'est peur. eux qui flippent. C'est la prod qui flippait. On disait, ok, clairement. le principe, c'est que tu fais des proxys, et puis après, tu fais ta conformation au final. Enfin, ça fonctionne très bien. Non, et puis ils nous avaient quand même proposé une caméra de merde au début. Ouais, Enfin, non, je veux dire, au ouais, début, je ça sais devait plus. être du On nous a DSLR. dit Et des DSLR, on nous a parlé de DSLR. Non, mais Ouais, on a dit, faut pas déconner. 5D Mark II, alors qu'on était déjà au Mark IV, je crois, en plus. Ouais. donc, Non, c'est ridicule. Et la prod nous dit mais non, mais le pilote que vous avez fait c'était en 5D, c'est super. Oui, mais, Ouais, mais dans si ce on cas-là, vient je voir le des fais tout seul. c'est ça. Si on vient vous voir, c'est pour pas avoir un 5D, quoi. Non, mais voilà, J'ai c'était. pas de décor, Ah j'ai non, pas de mais bon, caméra. attention, hein, c'est plus gros comme caméra, attention hein, pour la placer. et tout. Ben, c'est ce qu'on fait. Bon, voilà. Je sais pas, pas C'était, fait compétent. Faut leur montrer en fait des photos de production des films en 30. Oui, c'est ça. Faut faire une syncope, je pense. Tu vas voir si ça vaut la place. Ouais, c'est ça. Ouais. Dans l'IMAX 70, C'est alors, ça. Voilà, ça va. Voilà. Tu la sens comment, là, le placement de caméra ouais. C'est clair. Non, mais au final, ouais, ça va. Franchement, il s'en est vraiment bien sorti avec la caméra. Ouais, et puis encore une fois, Notre chef-op. chef-op, il a vraiment bien exploité la caméra. Il y a Ouais. des gens qui pensaient pas que c'était tourné en numérique. en Sony F5, au moment Bah, où surtout on même en montrait les fond, rushs, ouais. ils disaient non mais c'est pas Ouais. possible et tout. Alors, je sais plus quelle lutte il avait utilisé, etc. Mais bon, c'était. Non, il avait bien. Ouais. Oui, c'est ma question. C'est-à-dire, vous avez tourné en log et vous avez fait un gros étalo derrière ou vous aviez Ouais. déjà une. Non, Log. c'était. Ouais. Log et gros Log étalot et, derrière. gros étalot, Da Vinci derrière. là. Voilà. Qui a pris pas mal de temps. On a un peu rendu fou Bah. Simon. On le remercie Ouais, encore à notre distance. étalonneur, ouais. Parce qu'avec masque partout, ce qu'on disait pour habiller le décor, Ouais. c'est vraiment chaque séquence. En fait, à défaut de décor, tout ça, on a vraiment voulu travailler l'étalonnage. On a été pointilleux. Il y a eu travaillé beaucoup de boulot donc. à beaucoup ce de niveau-là. boulot d'étalo, Ouais, avec du masquage partout, tout ça. Tous les flous qui sont rajoutés verticaux là, c'est fait à la post-prod ça ou est-ce que c'était fait à la Non, prise de vue non, avec non. une lentille On a- spéciale? C'était une volonté, ouais. Ouais, Vas-y, c'est je te laisse. des objets shift en fait. C'est Ouais. des objets d'archi Architecte, pour hein. faire du point. Comme Ouais. ce qui était utilisé dans Mais l'assassinat ouais, en de... fait, c'est ce qu'on voulait faire pour donner toutes les séquences dans le passé qu'on Ouais. avait, pour donner un côté un peu onirique, justement, un peu presque rêvé, quoi. On voulait ça. Des Pour ça, marqué, c'était fait ouais. tilt shift, ouais. Ah, si on spoil, Et puis en plus, on c'était peut super spoiler. joli. Hein. Vas-y, qu'est-ce que tu veux 5 ans spoiler après. Non mais c'est vrai que. Il y a prescription, les gars, c'est bon. Non, mais c'est vrai qu'en fait, toutes les séquences où ils retournent dans le passé sont en vérité des simulations. Donc on voulait qu'il y ait un côté un peu aussi, voilà, où les perspectives semblent un peu distordues, où il y a des moments ça. en fait où on a du mal à capter. On est très proche d'eux, donc en même temps, cette mise au point verticale, on se demande si parfois c'est pas parce que effectivement c'est à la prise, c'est un peu organique ça. ou non, mais C'est ça, enfin, voilà. c'était vraiment une L'idée, volonté, ouais. Avec les- c'était d'être avec le personnage dans cette espèce de. Ça a l'air réel, mais en même temps, il y a des choses un peu irréel, étranges. ouais. ouais. Voilà. Puis en plus, ça donne un effet maquette, Ouais, il y a un ça truc, fait ouais. vraiment un effet déconstruit, un effet complètement irréel, quoi. L'effet tilt shift, on a vraiment aimé ça, quoi. On avait fait des tests et on a dit tilt shift direct, et qui sont beaucoup mieux que certains effets. Bon, je veux pas cracher dessus, mais c'est une série où on voit le faux ralenti avec le jaune, le sépia pourri, là, où on dit ok, ça c'est le passé, mais j'ai compris que c'est le passé, mais Avec le c'est vignettage. chiche, quoi. On voulait un truc un peu plus original, un peu plus travaillé, qui donne l'effet passé sans que ce soit trop marqué, quoi. Et Ouais. donc le tilt shift, ça a fait l'affaire, quoi. Ah, si on avait tourné NCIS à Roubaix, peut-être. Voilà, on en aurait gros, fait- t'as cité, je voulais pas parler c'est rien contre NCIS, mais c'est vrai que bref, le sépia, non. Non, merci. Du coup, là, cette post-prod, elle a été plus longue que le tournage, j'imagine, peut-être, non? C'était pas compliqué en même temps de faire plus long Beaucoup plus long. Ouais, t'es bien Beaucoup plus long. plus longue et le beaucoup de tournage. sueur, ouais. Avec des échanges plus ou moins compliqués, ce qui est normal après, hein, c'est pas, je crache pas sur notre prod tout ça, mais il y a toujours des choses compliquées parce qu'il y a du stress. En plus, il y a le pont entre la production et le diffuseur, donc c'est-à-dire que et chaque pont est une forme de censure, je vais le dire poliment, mais c'est vrai, je bien veux dire, ce qui est normal en fait. Donc du coup, ce qui est compliqué, c'est d'essayer de conserver son fil artistique en passant tous les ponts de censure, quoi. Et c'était ça le plus dur en fait, c'est quand on avait un interlocuteur, on essayait à chaque fois de faire au mieux de la demande, tout en conservant le propos. En fait, c'est un peu des portes ouvertes que j'enfonce, mais c'est ça, quoi. C'était le plus compliqué à gérer. Donc, c'est vrai que des fois, en fait, on devait gérer une liste de retours en un temps assez record.
Et, ce qu'on devait faire, les techniques à utiliser, c'était effectivement de faire le plus simple en premier et le plus compliqué en dernier. Et si on n'avait pas le temps de faire, on garde comme on voulait le faire, quoi. Et c'était des manières d'essayer de maîtriser le fil artistique comme on pouvait. De le placer en force, quoi. Voilà, exactement. Mais ça a fonctionné et en vrai, c'est obligatoire. On était obligé de faire un choix. Donc autant choisir ce qui nous embête le moins, j'ai envie de dire. Voilà, d'être arrangeant. Non, et puis c'est notre manière de faire passer voilà. J'ai pas de faire taper dessus pour dire ça, mais voilà, c'était comme ça qu'on faisait. Ouais, surtout que les producteurs, et c'est normal, comme ils font l'interface avec la chaîne et qu'ils ont plus de discussions, plus d'échanges avec eux que les créateurs, il y a toujours cet argument quand on livre les V1 aux producteurs de « Ah oui, mais ça, la chaîne, ils vont pas en vouloir ». Montrons-leur et posons-leur la question. C'est ça, en fait. Ouais. Donc c'est toujours un petit peu... ça, c'est sempiternel. Je pense que il n'y a aucun projet où ça ne se passe pas comme ça. Et du coup, c'est effectivement gagner du temps. Ah oui, mais on doit livrer demain. Non, on n'a plus le temps de modifier. Alors, voilà. On leur présente si jamais on changera après. Il y a la V2. Et heureusement, ils ont adoré. Donc, par exemple, l'épisode, ils ont aimé. Donc on le laisse comme ça, du coup, verrouillé. Alors que si on avait, dans un premier temps, cédé au changement, peut-être qu'on serait passé à côté d'une version qui nous aurait plu, que le diffuseur aurait pu aimer, quoi. Donc c'est vrai que ça a marché, cette technique de faire. C'est toujours compliqué, c'est-à-dire que nous, en tant que créateurs, on se dit toujours on veut le plus d'argent possible pour pouvoir faire les plus belles choses, etc. Et que le projet soit le mieux possible. Mais bon, le producteur, il a aussi... Donc c'est vrai que nous, par exemple, quand on se bagarre sur la caméra pendant 15 jours, nous, c'est purement esthétique, on prêche notre paroisse. C'est vrai que le producteur, il a aussi... Je trouve pas le mot là, mais non, parce que j'essaie d'être proche de la réalité sans être trop méchant. Non, je rigole. Non, mais pour dire qu'effectivement, le producteur, il faut le comprendre aussi. Ça marche vraiment à deux têtes. Et quand je disais, c'est pas à dire, il y en a un qui a raison, il y en a un qui a tort. Nous, quand on prêche pour l'artistique, il y a à un moment donné la réalité aussi financière. Voilà. Donc, le producteur, il a du mal à lâcher du terrain parfois sur l'artistique. De la même façon que nous, on va se bagarrer 2 semaines pour avoir une caméra, même si on sait que financièrement, ça implique des choses aussi derrière. Bon. C'est ça. Et après, il y a des exemples, pour pas cracher dessus, vraiment où la production a vraiment été utile au résultat. Je pense souvent à Denis Darko, par exemple, que vous avez peut-être vu. Et là, vous avez vu la Director's Cut, elle est indigeste au possible, moi je trouve. Après, c'est mon avis, mais où vraiment il rajoute un côté onirique. Enfin, ça dilue, en fait. Il rajoute chapitrage et tout. Et en fait, la prod a dit non, mais là, on va rien c'est trop compliqué. Ils ont vachement fait cutter. Et ça donne beaucoup moins d'explications. C'est un garde-fou, c'est ce que tu veux dire. Exactement. Et du coup, ça a fait que le film est devenu culte parce que ça donnait cet aspect dans Denis Darko presque mythologique. On ne sait pas comment il en arrive là. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux à la fin avec l'avion et tout. Et dans la version originale, qui était beaucoup plus longue, il donnait plus d'explications. Il donnait tout. Et du coup, ça a enlevé ce côté mythologique au film, en fait, qui l'a rendu culte. Et là, c'est la prod qui a fait son taf, en fait. Donc, c'est vrai que des fois, c'est utile quand ils ramènent les créas qui partent un peu en vrille dans les nuages. Des fois, ça arrive aussi, quoi. Mais ouais, c'est vraiment la difficulté, quoi, de jongler entre ce que demande la prod et ce qu'on a envie de faire. Ouais. Après, quand on te dit de couper une scène parce que le comédien joue trop bien, par exemple... Bon, là, on se pose les questions, quoi. Et on n'a pas coupé, finalement. Mais vous êtes sûr que vous avez coupé ? Oui, on a... là, j'ai la timeline devant les yeux. On a coupé, hein. 4 images, ça compte. On a tous fait le coup des 3 images. Et ouais, c'est mieux comme ça. OK. Bon, on va arrêter parce qu'on en dit trop, là. On va se faire rappeler, tu sais. Non, mais c'est vrai. On a fait ça, ouais. Vous coupez... Ouais, ça donne ça marche, hein. Des astuces. Des fois, ça marche. Pour Tu coupes 3 images et OK, c'est mieux. Il faut que je revienne en arrière. Il y a une question quand même, c'est tout con, mais il faut que je la pose quand même. Là, je reviens sur le tournage parce qu'on est parti sur la post-prod, mais juste sur le tournage, une dernière question. C'était quoi le plus dur au tournage et une anecdote, une petite anecdote insolite. Le plus dur, honnêtement, les délais. Hein. Les délais parce que j'ai une anecdote, je pense. Voilà. Donc les délais, pourquoi ? C'est qu'en fait, on avait 2 prises de confort, c'était 3e prise. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Je pense que quand on dit 3e prise, c'est la prise de confort. Ils rentrent dans le rôle, là. Ils chauffent tout juste, les acteurs. Ça s'appelle pas ça une prise de confort, mais OK. Voilà, mais on était tellement tendus qu'on avait la prod exé qui tapait sur la montre. C'est bon, là, 2 prises, c'est bon. Non, mais... La prod exé qui nous disait vous finissez, je coupe le courant. Voilà, et ça, c'est l'anecdote. Ouais, pardon, excuse-moi. Je pensais que tu allais parler de Laurent, en fait. Je pensais que tu allais parler de Lolo. Justement, que vous êtes. On s'est pris la tête parce qu'à cause de ça, et lui, il voulait en faire d'autres, des séquences. Ouais, vas-y, raconte. Je t'en prie. Bon, vous allez en avoir 2 pour le prix d'une. Voilà. Non, vas-y, alors je te laisse pour le courant, vas-y. En fait, oui, on tournait une scène super importante. C'est dans le souvenir, un moment où il est dans un de ses souvenirs et il voit Elisabeth dans l'hôtel, un moment. Et donc, dans cette scène de l'hôtel, on devait faire du plan séquence. On le suit, il vient à la porte et il voit en train de discuter avec son frère Thomas. Voilà.
Et donc cette scène, c'était en fin de journée, on avait déjà dépassé de 30 minutes, 45 minutes, je crois. On était en... Et comme la prod avait pas l'intention à la base de payer plus que ce qui était prévu, donc pas d'heures sup, ils étaient en train de dire bon là ça dépasse, comment on va faire pour gérer? Donc la prod exé était en mode bon là c'est la dernière prise, mais bon forcément c'était un plan séquence, donc la méca rate, bon il y a un petit mouvement de caméra, on la refait s'il vous plaît, ok on la refait, on l'a fait, bon, au son j'ai entendu un truc craquer parce que c'était du parquet qui craquait, on la refait, donc l'autre disait non mais là c'est fini, non mais on n'a pas tourné la scène, on l'a fait quand vu que tu vois, on l'a fait quoi, c'est obligé, sinon en plus on peut pas s'en passer quoi, donc on était en mode avec le prod exé, on l'a fait cette scène, tu vois. Non mais c'est fini là, c'est fini. On la relance quand même, on l'écoute pas. Le pauvre, commence à s'énerver, c'est le prod exé quand même, donc faut pas non plus. On dit allez, on l'a fait, on enchaîne, et voilà. Donc il arrivait derrière, il commençait à se chauffer, tu vois. Et puis bon, on l'a fait rapidement et tout. Et puis bon, elle passe, mais l'acteur, à un moment, il oublie un mot. Donc fait, non, on a presque fini. Donc il se rapproche, je fais bon, là c'est la dernière, je coupe le courant. Bon, j'y vais, je vais couper le courant. Si elle n'est pas finie, voilà, je coupe au milieu, quoi. Donc on a eu le temps de faire le truc au bout de 2 minutes et il a coupé le courant. Mais on a fait la séquence, quoi. Donc il a vraiment coupé le courant. Ouais, il a coupé le courant. Juste du... Parce que c'est par... Du projo, tu veux dire? Non, pas du projo, c'est par... comment dire? Il a coupé le disjoncteur, quoi, par secteur, quoi, voilà. Ouais. Et il a coupé l'endroit où on était, quoi. Putain, mais on a les eu le temps de backers. faire la séquence, quoi. C'est bon, là, les gars. Putain, on l'a, et au final, elle est bonne. Et du coup, on en a vraiment fait une force, parce qu'on dit, allez, on enchaîne. On était en mode... et je sentais que Paul, qui joue Paul, donc Laurent. Laurent était un peu en galère, parce qu'on le floudait, il avait le stress de je coupe le courant. Pour un acteur, c'est pas simple. Ah ouais. Et du coup, la séquence est bien, parce qu'il est comme ça, il a les yeux écarquillés, on sent qu'il est vraiment en urgence et en enfer, quoi. Donc du coup, c'est drôle parce qu'on en a fait une force de ce truc, mais il a coupé le courant, quoi. Ouais, non, c'est incroyable. Ouais, ce qu'on disait effectivement, c'est que les techniciens ils ont toujours suivi sur le projet. Ils avaient accepté dès le début de faire des heures sup en sachant qu'elles ne seraient pas payées parce que la prod n'avait pas les moyens. C'est pas que la prod a voulu les flouer. Quand on dit ils n'avaient pas l'intention de payer des heures sup, c'est qu'ils n'avaient juste pas les moyens. Et donc du coup, effectivement, les techniciens et les comédiens, ils avaient beau nous dire ok, on vous suit. Le producteur, à un moment donné, il se dit oui, mais bon, s'il tire trop sur la corde, ce qui serait normal aussi, il peut y avoir un technicien qui se dise bon, ben ça suffit, quoi. Et donc il se retourne contre qui? Contre le producteur. Donc c'est voilà, mais c'est vrai que du coup, ça a donné lieu à ce genre de. C'est rigolo. Et c'est vrai que la séquence, cette fois je la vois, je rigole parce qu'on voit que c'est la dernière prise et il a des yeux, il a vu Satan, quoi. Tu sens que c'est vraiment, il est stressé au max, quoi. C'est drôle. Et ouais, elle est passée au final. Et effectivement, et moi, je pensais qu'en fait, il allait parler d'une autre anecdote où on était toujours à partir de la 3e prise, on disait attention, prise de confort, les gars. Ouais, ça me faisait rire, prise de confort. C'est assez drôle ou tragique, je sais pas. Et du coup, effectivement, les comédiens, ils avaient du mal aussi à rentrer dans certaines séquences. Donc, il y a aussi des séquences où on est bien conscient que ça aurait pu être peut-être mieux interprété ou quoi. C'est pas de la faute des comédiens, c'est de la faute vraiment des circonstances qui ont fait que. Il y a notamment une scène avec notre acteur principal, Laurent, et qui nous fait... on fait 3 prises. La 3e, elle est bonne pour nous. On dit, OK, c'est bon, on la garde. On passe, on change de plateau. Et donc, toujours avec cette course, puisqu'il y avait 18 décors en 11 jours. Et là, Laurent nous fait « Ah non, les gars, non, ça suffit. Maintenant, c'est pas possible. Vous pouvez pas nous faire 3 prises et juste vous couper. Moi, je rentre à peine dedans. Je suis sûr qu'on en fait une 4e, elle est mieux. » Nous, on était pour, on peut en faire 30, voilà, autant mieux, tu vois. Ouais, on lui dit non, mais Laurent, moi, je peux te faire, justement, on parlait de Fincher avant, on peut te faire 125 prises pour éclater un laptop comme aussi sur un coin de table, tu vois, comme dans Social Network. Bon, mais ou dans Zodiac, c'est Robert Downey Jr. qui, pour protester contre le nombre d'heures de travail que lui faisait faire David Fincher, disait on n'a même pas le temps d'aller pisser, donc il pissait dans des bouteilles qu'il plaçait dans le décor, en fait, qui disséminait un peu partout. Parce que c'est les premières fois où Fincher utilisait du numérique et il dit mais c'est génial, on peut faire autant de rush qu'on veut, c'est un truc de ouf, les pauvres acteurs. Ouais. Donc voilà, mais bon, et là du coup c'était l'exact opposé, c'est-à-dire que les comédiens gueulaient parce qu'ils n'avaient pas assez de prise pour vraiment rentrer dans le perso, etc. Et donc Laurent pète un câble, en plus ça faisait 4 jours qu'on était en train de tourner à un rythme incroyable. Sachant que petit détail aussi, c'est que tout était cross-bordé en fait, c'est qu'on tournait des séquences, par exemple... Ouais, séquence 4, 1, l'épisode 4, après l'épisode 7 et tout dans le même décor en fait. Pour, en gros, pour rationaliser, voilà, si c'est le même décor, on les enchaîne. Mais bon, du coup, c'est vrai que déjà, c'est un peu rock'n'roll à la mise en scène, mais ouais, pour les acteurs, c'était un peu un calvaire. Pour le coup, c'est ça, quand on passe de la séquence 1 où il est content à la séquence du dernier épisode où il a envie de pleurer d'affilée, où t'as 2 minutes pour te chauffer. On l'insultait, t'as mon cul. pour qu'il se vénère, mais ça marchait à peu près. Tu vois. On lui parlait mal, on le bousculait et tout, on lui jetait des trucs à la tronche pour l'énerver. C'était compliqué, quoi. Ouais, c'était compliqué. Et effectivement, cette séquence, il a pété un câble. En plus de ça, nous, on voulait pas qu'ils se voient, qu'ils aillent regarder les rushs derrière le combo. Quand on les regardait, des fois, on demandait à les revoir pour être sûr et tout ça.
On voulait pas parce qu'on voulait pas qu'ils changent leur façon de jouer. Exactement. Voilà, on voulait vraiment. Mais le problème, c'est que ça, pour un comédien, c'est très dur Ah ouais, parce que c'est ça veut dire qu'il faut que tu super fasses une dur. confiance aveugle dans le metteur en scène. Si Complètement. jamais il te fait passer pour un naze, on a tous en mémoire la séquence de Marion Cotillard qui meurt dans Dark Knight. Quoi. Dans le Voilà, Batman. ça, c'est la hantise La de tous pauvre. les comédiens. Ouais. Donc là, il y avait cette peur-là. Il y a un rythme effréné. Donc Laurent pète un câble. Je veux en faire une autre. Je veux en faire une autre. Les gars étaient déjà en train de démonter la lumière pour lighter le décor d'après. Enfin, je lui dis, écoute Laurent, c'est fini. Et il dit, mais non, mais toi, t'en as rien à foutre parce que toi, t'es pas dessus. Moi, c'est ma gueule. Donc je vais passer pour un con. Il a un peu pété un câble, ouais. Et donc là, on l'a pris à part, on a fait non, mais tu sais que si tu passes pour un con, moi je passe 2 fois plus pour un con parce que je suis le mec qui a regardé derrière un combo et qui a dit ouais, c'est super, on la garde. Alors que toi, tu t'es sans filet, effectivement, tu sais pas ce que tu fais sans. Et donc là, c'était un peu voilà quoi, c'est le genre tricky, de. ouais, un peu. Mais bon, ben, voilà, c'est un mec. Donc là, à la suite d'une discussion, il a quand même cédé, c'est ça que tu... Ouais, c'est ça, il a cédé, il a compris et il a dit bon, enfin, je vous fais confiance, les gars, vous avez l'air de savoir ce que vous faites, etc. Mais c'est vrai que c'est dur pour tout le monde quand on est pressurisé. C'est vraiment toute Ouais, c'est vrai l'équipe qui est que là, pressurisée. on a notre point de vue, mais ouais, c'est vrai que c'était compliqué pour tout le monde. Ouais. Tous les, que ce soit les comédiens, techniciens, ce qu'on disait tout à l'heure, enfin, ça a été compliqué, quoi. Mais bon. Et ouais, ce que je veux, pour terminer là-dessus, ça nous a servi par contre pour les séquences effectivement émotionnelles en fait, où là vraiment on en a fait une force, notamment la dernière où il retrouve Elisabeth et il se met à pleurer. C'est-à-dire que ça a été assez dingue parce qu'on préparait le truc, on n'avait plus de temps, on s'était pris la tête sur le décor, on a demandé un décor, c'est la scène de fin, mais le décor, mais on arrive, on fait, mais il est monté là. Ouais, c'est bon, c'est le décor. Non mais ça fait pas SF, ça fait juste. Vous l'aviez pas vu Ça avant, fait juste vous franchement découvriez. bazar dans je sais pas quel arrondissement quoi. Non mais ça fait pas SF du tout quoi. On avait vu l'accessoiriste, on avait vu donc des bouts, c'est une salle de serveur où donc voilà, on a une personne qui se trouve, etc. Et donc on avait vu les éléments qui n'étaient pas encore montés sur le décor. On avait validé donc voilà les schémas qu'ils avaient faits, les drafts, etc. Et on avait vu commencer à assembler. On dit ok, c'est Ça va super. être cool, ouais. Il y a du câblage, il y a un peu de LED, etc. De toute façon, on sera dit Ça va être focus. bien, quoi. Ça sera bien. Enfin, voilà. Ouais, ça sera dit focus. Si vous vous souvenez, c'était le jour où on était en double équipe en fait. Donc Ouais. on aurait dû être plus de frères C'est ça. pour gérer le truc, mais là pour le coup, ouais, on n'a pas eu le temps de vérifier. C'est ça. Et ouais, puisque à 2 endroits différents du plateau, et ensuite on va tourner donc une des séquences de fin à un autre endroit, Voilà. et on arrive et on fait non Mais c'est ça, mais en fait, c'est qu'au début de journée, ils commençaient, ah, ça va être bien. Et donc on arrive à la fin, et c'était comme au début de journée, en fait, quand on est parti de la pièce, ils n'avaient rien fait de plus. On dit non, mais on pensait que c'était le début du montage du plateau, quoi. Il y a un problème là. Mais si, j'ai branché, il y a Non, des non, LED, regarde. c'est bon, regarde, il allume. On voit un bandeau qui s'allume bleu. Ouais, c'est Blade Runner direct. Non, mais ça suffit pas, là. Donc, du coup, au dernier moment, on a fait non, c'est pas possible. Will, il était en mode, bon, allez, il commence à remettre des trucs. Bah, on commençait à être un peu saoulé parce qu'on a la pression. Le prod exé, je vais couper le courant, limite, non, il a pas fait. Mais on savait qu'il avait menacé, il avait fait une fois, on savait qu'il pouvait le refaire. Il était en train de bouillir derrière. Donc à ce moment-là, tout le monde commence à stresser, il y a une tension sur le plateau. Oui, d'autant que c'est le dernier jour. Donc à ce C'est moment-là, pas le dernier non, jour, non, c'était c'était pas pas le le dernier dernier jour. C'était, je sais plus, vers le milieu, quoi. Et donc Laurent qui tente cette scène émotionnelle, lui, il voit que tout le monde stresse, il est pas à l'aise, il part dans une pièce. Donc moi, je le prends à part et il commence à stresser. Je lui dis, mais tu sais que, justement, c'était un peu horrible, mais je lui disais de jouer de ce truc, quoi, de cette pression qu'il avait, parce que je sentais qu'il était pas bien. Je lui dis, voilà, de toute façon, là, ça devient un peu le bordel de tournage. Je sais pas comment ça va se terminer. Enfin, si tu stresses, il faut que tu en sortes quelque chose. Quand on parlait, viens, laisse-moi tranquille. Et je le laissais pas tranquille et tout. Et au final, je sentais que ça montait. Quand ça avait les larmes aux yeux, enfin, je veux dire, même dans la pièce à côté où je chauffais, j'ai dit, c'est bon, on y va, on tourne. Et il avait fini de faire les 3, il avait rajouté plein de trucs, ce qu'il pouvait, ça passait, franchement. Il dit, on l'attend direct. Et il s'est mis, et direct, c'est sorti, quoi. Il s'est mis à pleurer tout de suite et on était contents, quoi, derrière le combo. Parce que ce stress, cette pression, ça a fait que c'est sorti et que même lui, c'était le lendemain de l'accrochage dont on a parlé juste avant, on sentait qu'il commençait à avoir la pression. Il se disait, mais dans quoi je me suis embarqué Parce que ça va tellement vite. En plus, ça ne m'inspire pas confiance quand tu vois les réals qui pètent un câble parce que le décor il est un peu pété. Enfin, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc, du coup, c'est cette frustration, ça, on en a fait une force, quoi. Donc, c'est cool. donc une prise pour ce plan. 2, mais on l'a enchaîné direct. Un peu de prise de confort, ça. Ouais. Voilà. Deuxième prise. Ouais, C'est ça. c'était assez confort, ouf, ouais. monsieur. Deuxième prix. Ouais, non, c'est vrai que c'était C'était chaud. sport, ouais. Et puis ouais, enfin on est d'habitude très calme, posé parce que justement on travaille en amont, on sait de quoi il s'agit, on peut ça se rassure, discuter, c'est un etc. plateau, faut pas paniquer. Là, sinon. quand tu arrives sur ta scène finale et que tu vois que Ah ouais. il y a pas de décor, ouais, on a un peu perdu notre sang-froid, ça a mis une ambiance un peu, Ouais, un peu dur, particulière, quoi. mais pour les comédiens, ils ont su en tirer Ouais, une du force. coup, on a vraiment filé le stress, notamment Laurent, et il a tout sorti. On a vu qu'on était top, quoi. Il se met à pleurer et tout, c'était super. Voilà. Et ça a bien fonctionné, on était contents. Ouais. Le chaos, le tournage, mais. Donc voilà.
Est-ce qu'en post-prod, vous avez eu de mauvaises surprises? En post-prod. Il y avait quand même un leitmotiv voilà, parce que justement, on a travaillé sur des projets où on gérait tout de bout en bout, donc on gérait aussi la post-prod, etc. Donc on ne savait que trop bien que la phrase de « on verra en post-prod », elle n'existe pas. Ouais. Voilà. C'est cette espèce de phrase qu'on entend partout à chaque fois, de la bouche des producteurs ou de clients. C'est pas grave, on verra en post-prod. Non, on sait ce que c'est la galère de la post-prod. Et du coup, je pense pas qu'on est vraiment... Moi, je me rappelle pas d'avoir... Si, en fait, il y a eu quelques galères parce qu'on avait budget serré, en fait, on n'avait pas de post-synchro. Donc, toutes les prises, c'est des prises, des prises réelles. Putain, et pour vous dire à quel point les gars étaient investis, c'est que même les ingé sons qui prenaient le son sur le plateau, on était voir les producteurs, on leur a pris la tête pendant des heures pour leur dire non mais il faut de la post-synchro, enfin c'est la base, voilà, c'est la base et bon enfin ça arrive qu'une une prise qui marche pas parce que comme on est en plus en steadicam, oui, avec l'équipe qui se déplace derrière, voilà, enfin c'est normal. Vous allez à du tournage quoi, mais ouais. Donc même les gars étaient prêts à j'ai dit Randy Romain, faut pas déconner, mais monter au créneau avec la prod juste pour le bien du projet en fait, c'est vraiment La prod avait d'ailleurs parlé de faire aux 2 ingé-sons des t-shirts pas de post-synchro. Sympa. Les pauvres, non mais les pauvres, franchement, bref. Ouais. Mais en post, terminé comment du coup, on a fait quelques prises dans la voiture, tu te rappelles pas? Ah ouais, du coup, ouais, même pour les prises, les voix off, les voix qu'on a in qui viennent d'ordinateur et tout comme ça, en fait, on les a fait le dernier jour de tournage, monter dans le camion de la régie, voilà, avec les ingé-sons, et ouais, voilà, comme ça. Non, et puis effectivement, sympa. sur la post, moi je pensais que tu allais parler de la post-synchro, du coup, que tu as fait, la fausse post-synchro, les labiales. Oui, mais du coup, ouais, c'est vrai que du coup, ça a été Quel enfer. un peu compliqué parce que voilà, dans l'acting, en fait, on a des séquences qui sont bonnes d'un point de vue image, en fait, mais dans la diction, il y a un mot qui accroche ou quoi. Bon, c'est normal, ça arrive, et ça s'accélère la post-synchro. Mais du coup, ouais, obligé de reconstruire des phrases en faisant des labiales, en prenant des prises Tu vas mélanger, c'est ça, tu veux dire? Tu vas mélanger des prises de l'un au son, en fait. Ouais. à la prise que tu as choisie aujourd'hui. Genre un mot d'une phrase qui passait, qui reprenne là, qui est pitché pour reprendre le ton, enfin... trucs technico-techniques pas forcément très fun, mais bon, qui sont un peu chronophages, quoi. Et c'est vrai que comme on n'avait pas trop de temps à ce moment-là, c'était pas forcément ce qu'on voulait arriver en post-prod, quoi. Voilà. Ouais. Et bon, pour la dernière anecdote rigolote, je citerai pas l'acteur ou l'actrice en question, mais il y a une personne en question où, respect, mais c'était, la scène se passe, elle est jouée, et ça marchait pas du tout. Donc, comme on avait 3 prises pour le confort, c'était en mode, alors les 2 prochaines, il faut qu'elles soient bonnes. Donc, on va lui parler, c'était bien, mais essaye comme ça, juste pour voir. On en a une comme ça. OK. Deuxième prise, exactement la même. Je retourne la voir, je fais, alors, il faudrait vraiment que tu essayes comme ça, parce que là, c'est la dernière. Essaye, je lui explique pourquoi, un peu plus dans la retenue, machin, moins expressif, tu vois, parce que là, en plus, c'est dans le contexte, bref. OK. Troisième, exactement la même. Pendant ce temps-là, les gars, je vais couper le courant. Et derrière, pendant ça, donc on a dit, on va rester là-dessus pour ça. Mais c'est vrai que ça a été compliqué des fois pour gérer certains acteurs, parce qu'on avait tellement peu de prises que même si, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, parce que chacun a sa technique pour faire ce qu'il veut faire aussi, peut-être les acteurs aussi, mais au final, on n'avait pas assez de prises non plus pour obtenir vraiment ce qu'on voulait des acteurs. Donc c'est vrai que c'est un peu une frustration qu'on a eue sur ce projet, c'est que le jeu n'est pas juste, souvent, on trouve, sincèrement. C'est un des trucs qui nous fait... Les FX et le jeu d'acteur, parce qu'on n'a pas eu assez de prises et on n'a pas eu assez de travail avec les acteurs pour pouvoir avoir ce qu'on voulait, quoi. Donc, voilà, c'est les 2 points noirs qu'on verrait vraiment sur le projet, quoi. Quelles influences pour la musique? On va laisser répondre. Le spécialiste musique. Non, vas-y. Pour la musique... galère. Ouais, non, si, en fait, le truc, c'est que en général, je suis assez éclectique, j'écoute pas mal de trucs. Ça va aussi bien d'écouter... de la folk ou de la pop, du Coldplay jusqu'à Meshuggah, Cannibal Corpse, quoi. Enfin, c'est assez éclectique en passant par l'électro ou même du classique, étant donné que j'ai étudié la musicologie, du coup j'écoute un peu de classique aussi, mais ouais, en fait, une influence... Je parle pour Osmosis. Oui, pour Osmosis, bien sûr. Ouais, non, c'est là où je voulais en venir. En fait, c'est que je disais du coup pour Osmosis. Sakamoto, vite fait. Ouais, c'était un peu pêle-mêle en fait. J'ai voulu quand même quelque chose d'assez, assez naturel en fait, assez acoustique, mais toujours à danser sur ce truc entre le réel et le simulé, quoi, le fantasmé. Donc du coup on a des instruments acoustiques mais ils sont tous simulés en fait. Pour la BO en fait j'ai
tous les pianos, en fait, ce sont des pianos MIDI, sauf pour la fin, en fait, où on a vraiment le climax et que c'est la résolution ou quoi. Là, c'est que les pauses acoustiques, en fait. Donc, j'ai vraiment voulu faire une évolution là-dessus. Mais bon, en termes d'influence, ouais, on peut dire... je vais le dire à demi-mot parce que c'est presque... Il faut pas. Non, mais voilà, j'adore ce que fait Trent Reznor, notamment. Voilà. Après... peut-être un peu de Sakamoto. Sakamoto, ouais, complètement, ouais, voilà. Bon, c'est ça, un peu de... Je sais pas, après. Et puis quand même... Plein d'influences, mais... Badalamenti, ouais, complètement, ouais. Bien vu. Ouais, c'est vrai que... Ouais, c'est vrai que ce que je disais comme ça fait un bail. Les idées ne sont plus très claires, mais le cœur y est toujours, forcément. Ouais, c'est vrai que Badalamenti, il y a un truc très marrant avec. Il est toujours sur un fil entre le kitsch, le mauvais goût et le. Bon, c'est pour ça que ça marche aussi bien dans Twin Peaks, hein, mais c'est ouais, le surnaturel ou l'étrange, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça marche très bien avec Lynch. Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous aviez ressenti une fois que vous avez terminé Soulagement. l'épisode? Soulagement. Tout de suite. Non, mais j'ai plus peur, quoi. Cette phrase avec le chef-op, moi, ça m'a marqué. Ouais, j'ai plus peur. J'aurais plus jamais peur. Non, mais c'est vrai que quand on dit ça, le chef-op, pour l'anecdote, c'est quelqu'un qui a fait quand même pas mal de tournages, des longs, aussi des films indés où il n'y a pas trop de moyens non plus, où il faut être un peu débrouillard. Enfin, c'était pas un mec qui sortait d'école non plus. Donc quand il dit j'aurais plus jamais peur, il dit que c'est un pire tournage, ouais. C'était voilà. Donc bon, soulagé, quoi. Bon, à la fois normal, hein, j'imagine. Soulagé, et puis moi très vite en fait passer le soulagement. Oui, on est des éternels insatisfaits, donc surtout moi apparemment. Hein, non. En fait, on est pareil. Toi, tu l'exprimes plus, c'est tout. On est très perfectionnistes tous les trois. Mais ouais, non, c'est vrai que tout de suite on a vu les défauts. On les voyait en post-prod, on les voyait. Puis une fois que c'est terminé, qu'on essaye de se dire, allons, essayons de le regarder pour la 885 millième fois, mais avec un regard extérieur, comme si on était quelqu'un du public et que c'est la première fois qu'on voyait ça. Qu'est-ce qu'on penserait? Bon, on n'arrivait pas à voir autre chose que les défauts, quoi. Donc voilà, les moments où ça accroche au jeu d'acteur, les FX qui sont pas terribles sur certains trucs. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est vraiment le cas, quoi. Et à tel point que même quand on avait des retours extérieurs, on se demande toujours est-ce que c'est par gentillesse ou est-ce que c'est honnête, quoi. Mais c'est horrible, hein. Du coup, on sait même pas si ce qu'on a fait c'est bien ou nul à chier. C'est dur. Même l'accueil d'Arte ou de ces gens-là, quand ils vous ont donné leur avis, mais c'est eux qui ont mis l'argent, ils vont pas dire on a produit de la merde. Donc on se dit on a du mal à savoir où est l'honnêteté, mais c'est vrai, c'est compliqué en vrai, c'est compliqué de savoir le vrai retour. Ça aurait été, c'est le succès critique qui nous a quand même dit qu'il y a peut-être quelque chose, parce qu'on a eu c'était assez positif. Et là, on a commencé à se dire bon, on a peut-être en tout cas touché un truc qui n'était pas trop touché en France. Pas dire que c'était bien, mais au moins poser une question. Poser une question, voilà. C'est là où on a commencé à se dire. Mais avant les retombées critiques, on était dans le flou absolu, quoi. Nous, on n'arrivait plus à le voir. Ouais, vous étiez sous l'eau, quoi. C'est ça. Et l'entourage, on avait une confiance. Bon, la famille, on n'en parle pas. Non, parce mais la qu'ils famille, sont ça compte pas. La famille, ça compte pas. C'est forcément bien. Mais... Voilà, notre maman, en plus, méditerranéenne, donc forcément, tout est magnifique, tout est extraordinaire. Donc non, c'est pas le genre de jugement sur lequel on se base pour aller de l'avant. C'est ça. Mais les papiers ont commencé à nous dire que bon. Ouais, c'est vrai qu'on a eu des super papiers. Ça, c'était, en tout cas, ce qui nous anime dans notre boulot, c'est de se dire, sans aucun ego, en fait, il y a des gens qui sont très égocentrés et qui, moi, je pense que l'art, en fait, il y prend de l'intérêt quand on expose un vrai point de vue, en fait. Quand on est sincère. D'ailleurs, ça se voit, les séries qui marchent pas, bien souvent, ou les films qui marchent pas, c'est les films qui sont pas sincères, ou qui sont faits par des gens qui essayent de se mettre dans la peau d'eux, mais qui ne sont pas... Voilà, on est dans la simulation, on n'est pas dans quelque chose de vraiment sincère, et ça finit par se ressentir, le spectateur, il accroche pas. Voilà. Et je pense que le vrai truc qui nous a conforté dans l'idée de se dire, bon, il y a plein d'imperfections. C'est nous, très honnêtement, si on devait donner une note sur 10, je pense qu'on serait à 3 peut-être sur le truc. On est vraiment pas. Voilà, il y a plein de trucs en fait qui nous frustrent sur ce projet, mais de se dire si on a une bonne réception et on a eu des beaux papiers, c'est peut-être parce qu'on a réussi à poser une question et c'était ce qu'on voulait faire. Voilà, poser une question et un point de vue. On ne dit pas que notre point de vue il est formidable, mais en tout cas, voilà, le mérite qu'il a, c'est d'exister. Et c'est dans ce sens-là. C'est ça, en fait. Ce qui veut dire, je suis d'accord, ouais, tout à fait. Enfin, heureusement, on travaille ensemble. Mais en fait, c'est que, je pense que des réals ou un réal, c'est un peu son travail, c'est de transmettre ses obsessions au spectateur, je pense. Vraiment. Et je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire, et c'est un truc qui nous travaille parce que on a des thématiques récurrentes dans tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on fait.
C'est gage de sincérité, en fait, de transmettre ce qu'ils travaillent, il n'y a qu'à voir beaucoup de réalisateurs qu'on considère beaucoup, qu'on considère bien. En général, c'est toujours les mêmes thématiques qui reviennent, tout ça. Donc, c'est vrai que cette sincérité, je pense qu'elle a eu une résonance, en fait, qu'il y a eu un écho, parce qu'on a vraiment mis notre cœur, et c'est vraiment des questions qui nous travaillaient, qui nous ont poussé à écrire cette série, quoi. Et je pense que ça s'est ressenti à un moment, quoi. En tout cas, c'est ce qu'on a vu au travers des critiques, notamment, quoi. Vous avez une idée des audiences après, une fois C'était assez secret, hein. C'est pas On vous a rien dit. Très secret, ouais. Très secret. Vraiment, Très ouais. secret. C'est plus secret que chez Netflix. Ouais, Chez Arte. vraiment. Ouais, c'est assez surprenant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Arte Creative a été lancé. Le programme phare pour lancer Arte Creative, c'était Osmosis. Donc, en plus de ça, lancé en grande pompe, la conférence de presse de rentrée de chez Arte, boum, c'était Osmosis. Alors, nous, on était les premiers surpris en disant... on savait que c'était Vincent Mellet à l'époque qui était directeur de la chaîne. On savait qu'il avait beaucoup apprécié le programme et il voyait une espèce de heurt à la française. Donc, très ravi déjà d'être comparé à Spike Jonze. C'est clair. Et puis, mais bon, donc ils ont vraiment aimé, ils ont mis le paquet là-dessus, etc. Et donc très vite, on a senti que la plateforme Arte Creative qui lançait, on se doute bien que c'est pas les mêmes audiences que YouTube, en tout cas, que les programmes les plus suivis sur YouTube. Donc ils ont gardé ça assez secret en se disant que plutôt que les communiquer et se dire finalement fermer la porte aux créateurs ou aux producteurs qui se disent ça va être peu vu ou pas assez ou machin, il vaut mieux produire un truc peut-être avec YouTube Originals ou ce genre de choses. Voilà, ils ont préféré jouer sur le côté qualitatif, laboratoire, on explore des nouveaux terrains, etc. Et donc les audiences, finalement, on s'en fiche. Du moment que, il faut savoir aussi qu'Arte, il faut replacer dans le contexte, c'est du service public. Arte, ils ont vraiment fait leur job à partir du moment où, justement, il y a des beaux papiers derrière. Parce qu'en fait, c'est de l'argent public qu'on investit dans de la création. Cette création-là, elle soulève des questions, elle intéresse des gens, on en parle dans la presse, donc... Finalement, on a bien fait d'investir sur ce sujet-là qui intéresse les gens, donc on a fait notre mission de service public. Donc on n'est pas vraiment dans la même course à la rentabilité, à la visibilité qu'on peut avoir chez des acteurs privés, quoi, TF1, Canal et autres. Donc le bilan pro, c'est-à-dire qu'après vous avez eu donc tout de suite des nouvelles propositions. Comment ça s'est passé l'après ? Ça a été en deux temps. Ouais. Il y a vraiment eu le démarrage, donc où il y a eu cette mise en avant donc, lors de la conférence de presse Arte, etc. Donc ça a attiré l'attention. Donc forcément, en tant que créateur porteur de projet, on ne peut pas rêver mieux qu'avoir finalement de l'attention, puisque c'est d'autant plus de guichets qui s'ouvrent pour qu'on puisse aller porter d'autres projets qu'on a dans les cartons. Et puis, effectivement, le démarrage de la plateforme. Il ne faut pas non plus éluder le fait qu'ils ont eu quelques problèmes techniques au moment du lancement de la plateforme. Bon, donc ça a été pas aussi réglé que ça, mais en même temps, c'est des lancements, c'est la magie des lancements. Et puis ensuite, on a eu effectivement toute une série de beaux papiers. On avait l'impression même que on se demandait si certains journalistes n'attendaient pas de savoir ce que tel confrère d'un tel allait dire avant de lui prendre position, parce que ça a été effet boule de neige. C'est-à-dire qu'on a eu un super papier dans Télérama, je crois. Et tout de suite après, Le Monde, Libé, aussi bien papier que télé, etc. Tout le monde a parlé de ce projet. D'un point de vue public, je ne sais pas s'il y a eu effectivement, je pense que c'est plus un succès d'estime qu'un succès public. C'est d'ailleurs ce qui a intéressé ensuite d'autres acteurs. Tout le monde sait. C'est pas sûr, voilà. secret, c'est pas un secret. Donc voilà. Mais effectivement, oui, il y a eu plus de propositions. En tout cas, il y a eu une appétence. Nous, on est arrivés en se disant, c'est un pari un peu couillu, mais on se dit, on n'est pas les premiers à le faire. Il y en a plein qui l'ont fait et qui le font très bien. Mais de se dire, on est capable de faire des choses un peu différentes en France. On va le faire, on va le porter. Si ça le fait, ça le fait. Ça le fait pas, tant pis. En tout cas, on aura essayé. On prend le risque de ne pas vouloir faire comme tout le monde. Donc, on se lance sur ce projet-là. Et à partir du moment où on a des beaux papiers, il y a une petite musique qui se met dans la tête des gens, des producteurs, des chaînes. Ah ouais, mais en fait, c'est possible et ça marche. Donc, allons-y, on va le faire. Et donc voilà, il y a eu pas mal de rencontres suite à ça avec des producteurs, mais comme on est des éternels insatisfaits, l'idée c'était pas de faire un Osmosis 2 ou c'était pas de faire une mini-série, parce qu'on a eu des propositions pour faire continuer un peu dans cette voie de digital, de short form. Ça nous plaisait pas. Nous, on était venus avec un projet de long. On l'a déjà découpé une fois pour pouvoir le faire. Maintenant, si on fait quelque chose d'un peu plus grand format, etc., etc. Donc voilà, et effectivement, par la suite, le rebondissement du rachat par Netflix de l'histoire, ça c'est encore plus... c'est des rencontres. Netflix vous a contacté ?
c'est ça? Ils vous ont appelé directement? Ouais, c'est passé par l'intermédiaire du producteur, donc Tel France, qui est détenteur des droits de diffusion, puisque c'était le producteur de la série à l'époque. Et effectivement, ils ont contacté directement la chaîne en disant qu'ils ont entendu parler du programme. Sachant que c'était plus un succès d'estime qu'effectivement un succès populaire, ils se sont dit C'est arrangeant. super. On a eu Il y a un truc quelque à chose faire. comme une quinzaine de prix à l'international, dans des festivals internationaux. Donc il y a une vraie appétence. Et pour des gens qui ensuite sont développés sur le monde entier, ils se disent la thématique, elle touche pas que le marché franco-français. Allons-y. Il se trouve que ça tombe en plein dans la polémique de Netflix qui se bagarre contre le CNC à ce moment-là. Quand on replace dans le contexte, effectivement, Netflix disait non, les films présentés au Festival de Cannes ne sortiront pas en salle, ils sortent que sur la plateforme. Je ne me rappelle plus des films qui étaient présentés, c'était Okja, je crois, Oui. et un autre. Je sais plus. Il y avait 2 films en compétition à Cannes, mais ils avaient fait forcément, non, ça ne sortira pas en salle, ça sortira que sur la plateforme. Donc, grosse passe d'armes, et à ce moment-là, Joker Netflix, regardez, on investit dans la création française, on vient de signer Osmosis, donc. Voilà. Donc, tu as fait un saut rapide là. C'est-à-dire que, du coup, vous les avez rencontrés. Oui, j'ai été peut-être un peu vite. En fait, ça s'est passé par donc le producteur interposé. On se rencontre et puis très vite, les thématiques intéressent toujours autant. Ils ont eux des lignes éditoriales qui sont un petit peu différentes, mais à ce moment-là, il faut savoir que Netflix veut s'implanter sur le marché en France. Ils veulent faire des choses nouvelles. Donc voilà, finalement. C'est vrai que vous avez fait partie des toutes premières séries françaises à arriver sur la plateforme de Netflix, c'est ça? C'est ça, c'était la deuxième. La deuxième. Après Marseille. Il y a eu ouais. Marseille avant. Ouais. Il y a eu Marseille, après. Il y a eu... Marianne? Il n'y a pas eu Marianne? Non, Non, c'est après. Il y a eu Planqueur juste avant. Planqueur peut-être un Ouais, mois en fait, avant. en fait, c'était Déjà développé à ce moment-là. En fait, non. C'est-à-dire que Marseille est sorti. On est rentré en contact avec Netflix. Ils avaient déjà développé Marseille. Et en fait, Planqueur s'est signé après, mais c'est un soap. Ça va beaucoup plus vite à faire. Et puis, c'est pas les mêmes moyens non plus qui sont engagés. Le budget de Planqueur et le budget d'Osmosis, c'était pas les mêmes. Donc, effectivement, en temps Planqueur est sorti peut-être un mois avant, tout en étant signé 6 mois plus tard, je crois, quelque chose comme ça. Donc oui, effectivement, il y avait cette appétence pour ces nouveaux sujets, pour ces nouvelles façons de faire, et de se dire qu'effectivement, en plus de ça, il y a un succès international, donc ça rentre pile dans la grille. On veut montrer qu'on s'implante en France, qu'on fait de la création française. Allons-y, faisons ça. Et puis, il y a aussi il y a la chaîne, il y a Netflix, et puis il y a les producteurs qui sont en charge du projet, producteurs qui étaient français, enfin qui sont français, ils sont toujours là. Pourquoi on parle d'eux au passé. Ils sont français, donc effectivement, parce que la volonté de Netflix, c'est d'investir en France. Les créations originales, les local originals, comme ils les appellent, sont des choses qui sont faites avec les créateurs et les moyens de production locaux, en fait. Ouais. Donc en France, c'est fait par... Les chaînes de décision, tout passe par Los Angeles, mais effectivement, c'est produit en France, avec des producteurs français. D'accord. Et donc là, du coup, on vous contacte du coup pour pouvoir travailler sur cette nouvelle version ou... C'est ça. En fait, on nous contacte en nous disant que donc c'est Tel France qui nous contacte en nous disant que Netflix est intéressé, ils veulent racheter le format, ils aimeraient qu'on se rencontre, ils aimeraient qu'on discute un petit peu de comment développer le projet, etc. Bon, alors sur le coup, la première réaction, c'est que c'est super, c'est formidable. Enfin, voilà. J'imagine. C'est super bonne nouvelle. Et puis très vite, on commence à se dire, ok, c'est top. Mais on l'a déjà fait. Si c'est pour refaire la même chose en plus long, on l'a déjà fait. Donc on l'a fait avec les moyens du bord, avec tout ce dont on a parlé, mais le propos, voilà. Donc l'idée, c'est peut-être de l'emmener toujours sur cette même thématique, mais d'aller voir un autre aspect ou de travailler autour d'autres choses. Faire un peu quelque chose de différent de la première version, en gardant les thématiques, les mêmes thématiques. Quoi. Pousser tous les curseurs qu'on n'a pas pu pousser sur la première parce que le format nous contraignait, etc. Et puis là, en 8 x 52 minutes, on peut y aller, quoi. Il y a des trucs à raconter sur l'homme et la machine. Donc voilà, mais assez rapidement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les réunions, pas avec Netflix, parce que Netflix, ils étaient vraiment demandeurs, effectivement, de nouveautés, etc., d'idées fraîches. Mais on est face aussi à des producteurs à ce moment-là qui, eux, ne savent pas travailler avec les plateformes. Ils se demandent comment on fait. Ils n'ont d'ailleurs jamais travaillé avec des Américains. Enfin, ils travaillent avec des Américains par le biais de coproduction, mais les coproductions internationales, il faut savoir que c'est une gymnastique différente du point de vue de la production et que finalement, tout est un peu dilué. Là, le producteur en direct, c'est un Américain, c'est une chaîne américaine avec les process américains. Il y a eu d'ailleurs il y a toujours des accrochages entre les Français et les Américains sur la façon de travailler. C'est deux visions du monde différentes. Le copyright en est une, on en parlait.
L'Américain, il achète une idée, il constitue une équipe artistique pour fabriquer cette idée, mais l'idée appartient au producteur, c'est lui qui l'a acheté. En France, le droit d'auteur, il est inaliénable, il est invendable, on ne peut céder que les droits d'exploitation pour diffuser, fabriquer, etc. Mais donc il y a déjà toujours un petit peu ce clash, mais là, d'autant plus, on se rend compte que très vite que les producteurs qui sont en charge du projet français passent plus de temps à nous expliquer ce que ça ne va pas être avant de nous expliquer ce que ça va être. On y retourne. On y retourne. Ça nous a un peu choqué, c'est pour ça. Pour nous, un peu. On s'est dit, c'est dommage quand même. C'est des gros paliers de la production et qu'on est à parler comme ça, c'est compliqué, quoi. Il faut essayer d'être inventif, d'être, optimiste. Ouais. Et bon, c'était assez fermé, froid. Après, pour la défense, je me fais un peu l'avocat du diable, entre guillemets. Je dis pas que c'est le diable, mais bon, c'est l'expression. Hein. Je me suis vraiment rendu compte que voilà. Ouais, t'es un peu en train de t'embourber. Non, mais je me dis aussi. Merci. Non, mais c'est quand même faire l'avocat de. Non, mais c'est compliqué aussi pour des producteurs, vu que c'est les premières productions avec des groupes comme Netflix, tout ça, ils savent pas vraiment sur quel pied danser non plus. Donc, dans une certaine mesure, je comprends la peur et la réticence. Voilà. C'est juste que, en tant que créa, c'est compliqué à entendre. Oui, on va pas faire comme ça, on va pas faire comme ça, on va pas faire comme ça. On va faire comment? Je sais pas. Ok, bon, on est mal avancé, on est mal barré là, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, c'était compliqué. Et puis encore une fois, lors des charges, par exemple, sans rentrer vraiment dans des détails qui ont fait que la production Netflix était agitée aussi, pour pas dire très agitée. C'est vrai que voilà, il y a cette différence de prisme, il y a cette différence de façon de travailler. Et donc, quand on confronte les deux modèles brutalement, parce que là, il faut produire, il y a une date de sortie, et c'était une époque où Netflix avait une politique en termes de date de sortie qui était très contraignante. C'est-à-dire que dès lors qu'on annonçait une date, peu importe le résultat, il fallait que ça sorte à cette date. Parce qu'on était dans une logique expansionniste d'un point de vue économique où voilà, les actionnaires étaient rassurés par ce studio qui se dotait de plus en plus de moyens de production, implanté partout dans le monde, et qui savait tenir ses délais, en fait. Parce que Netflix, c'est quand même à la base une entreprise de la tech, c'est pas des studios de prod. Donc ils se mettent à travailler avec des studios de prod. Il fallait rassurer les actionnaires en disant, voilà, quand on donne un délai, on s'y tient, on sait faire, on sait fabriquer. Bon, ça n'a pas été sans heurts avec la production. Et vous avez commencé à développer le script ensemble, enfin un début de script, ou est-ce que très vite vous avez senti que ça prenait une tangente qui vous déplaisait? On en a parlé, mais on n'a pas travaillé. En fait, on a travaillé sur des pistes avec eux au début. Les premières réunions donc, étaient un peu bizarres, parce que je vous dis, ça sera pas ça. Donc nous, on a essayé quand même d'imaginer un petit peu ce que ça pourrait être, malgré tout. Et donc on a proposé des pistes de réécriture, etc. Et on se rend compte que, on était vraiment vision complètement divergente entre nous. On nous a parlé de Her, de Spike Jonze, on nous a parlé d'Eternal Sunshine, de Gondry. Ah, c'est super, c'est des films qu'on adore. Mais ça rentre pas dans le gris ou... C'est pas ça, ce qu'on disait, c'est qu'on l'avait déjà fait en fait. Donc quel intérêt de reposer une question si on a déjà eu la réponse avant, Et puis très vite, il y a eu aussi cette tangente, et c'est là où ça nous a fait dire, bon écoutez les gars, peut-être qu'on va passer la main. Ça sert à rien de s'enfoncer. Ce que je disais sur la sincérité tout à l'heure, on est persuadé de ça. C'est-à-dire que tant qu'on est sincère avec notre vision, le public, il adhère ou il adhère pas, mais en tout cas, elle a le mérite d'exister. Là, on sentait qu'on était dans une espèce d'à peu près, une espèce de... Faisons un cliché à 2019, un instantané de qu'est-ce que c'est l'amour. Donc on va aller regarder ce qui se passe pour un couple gay, on va aller regarder ce qui se passe pour un accro au porno, on va regarder ce qui se passe... C'est pas ça la question. La question, c'est... c'est ce rapport à la technologie. Est-ce qu'il n'est pas en train de changer la plus humaine de nos façons d'exister, la relation amoureuse en fait? C'est qu'on a trouvé que c'était devenu un peu superficiel en fait. C'est qu'on a des instantanés, par superficiel j'entends des instantanés de la vie, de ce qu'on voit en fait, mais sans question profonde entre l'homme et la machine. Il n'y a plus du tout ça, le libre arbitre, la liberté, qu'est-ce qu'on lâche comme liberté pour pouvoir accéder au confort, de trouver son âme sœur en fait. Qu'est-ce qu'on y gagne et qu'est-ce qu'on y perd quoi. Il n'y a plus tout ça en fait, c'est complètement... Ça s'est un peu volatilisé dans des romances qui représentent plusieurs tranches de la population, en fait. Très production dans le mauvais sens du terme, j'entends. Où on va privilégier l'identification aux propos, en fait, de fond, quoi. Et puis, dénoncer des clichés avec des clichés, c'est la pire des idées qui puisse être. Ça, je ne parle pas d'Osmosis version Netflix, je parle en règle générale. Et on avait l'impression que ça prenait un peu cette direction. Quand on explique qu'est-ce que c'est l'amour pour un couple gay et qu'on dit, en fait, ils s'aiment.
oui, enfin ça C'est évident, ouais. c'est Captain Obvious. Ouais, ça tombe sous le sens. En fait, ils sont comme nous. Mais... Donc, Ah en oui. fait, il y a énormément de clichés et de prérogatives et de préjugés. J'irai pas jusqu'à dire homophobe, mais en tout cas de préjugés sur la communauté gay. Et Peut être à finalement, contre-emploi, ouais. et on va dire, Complètement. oh ben non, mais regardez, ils sont comme nous. Pourquoi? Enfin, vous aviez un doute là-dessus? C'est ce genre de choses qui nous font dire tout de suite, wow. C'est pas ce qu'on avait en tête, quoi. On s'éloigne un peu du propos de base, quoi. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu les deux, du coup, et l'original et la version Netflix, si vous avez eu la chance de voir un peu Moi, les j'ai deux. vu les 2 premiers épisodes de Netflix. Voilà. Et ce que tu as pu voir, en tout cas, de différent, c'est effectivement... Moi, ce que j'ai ressenti, en tout cas, c'est qu'on est plus dans quelqu'un qui construit sa start-up dans la version Netflix, quoi. Et ce qui est pas Qui du peine tout... à la montée, À la etc. montée, on est Ouais. plus dans quelqu'un qui monte sa start-up, Ouais. voilà, monde de l'entreprise, qui n'a rien à voir avec la version originale, quoi. Alors, c'est bien de s'en détacher, mais nous, c'était pas du tout ce qu'on avait envie de faire, personnellement. C'est pas bon, la question est convenue, mais je veux dire, c'est pas un peu dur de lâcher son bébé? Ils ont fait la série qu'ils ont voulu. Non, Voilà. ouais, Ils ont fait la série une fois qu'ils que ont voulu, le bébé a grandi et qu'il marche tout seul, voilà. Bon courage. On va continuer la métaphore, mais il a raison. Des fois, ça fait de la peine de le voir partir, mais c'est la vie. Il faut être. Voilà, quand je disais tout à l'heure qu'on avait envie de faire quelque chose d'ambitieux, pas dans le sens ego trip du terme, ambitieux dans le sens différent. On voulait faire quelque chose de différent. On est parti avec une idée de long. On nous a dit, bah non, finalement, on va en faire du short form. Donc il y a plein de gens qui sont même désintéressés de la chose parce qu'ils ont assimilé ça à de la web série type Norman et Cyprien. On espère ne pas faire du Norman ou du Cyprien. Bravo pour ce qu'ils font, mais c'est pas ce qu'on fait nous. Donc voilà, l'idée c'était de se dire, en partant de ça, d'une web série un petit peu, voilà, qu'on a pu prendre comme quelque chose d'un petit peu à la légère. En tout cas, voilà, un truc de jeunes, sur des thématiques de jeunes. Bon, ils s'amusent entre eux, on leur file un peu de pognon. Regardez, c'est un peu ce que fait France 4 des fois avec Studio 4. C'est un peu, regardez, on a pris des youtubeurs et puis regardez, ils font une série. Très souvent, c'est un peu raté d'ailleurs. Ils sont meilleurs sur YouTube parce qu'ils sont dans leur environnement, C'est à faire adapté, leurs en choses, fait. que dans des choses Complètement. scriptées, qu'ils essayent un petit peu de voilà. Donc, d'un côté, au tout début, on avait l'impression d'être un petit peu rattaché à ça. Très vite, on a eu des papiers qui ont dit qu'effectivement, il y avait un peu plus d'ambition là-dedans. Et de se dire que d'un projet de web-série, on arrive à un projet à plusieurs millions d'euros en France, et de se dire qu'on peut faire de la SF en France. On est parti avec cette idée de se dire, mais non, mais on peut faire de la SF en France. Et d'arriver à convaincre jusqu'à Netflix, qui, en voulant s'implanter, on s'est dit, bon, ce qu'on a voulu faire, on l'a fait. C'est-à-dire de montrer que c'était possible, de montrer que c'était faisable. Après, le résultat, ce qu'ils en ont fait, si on n'y a pas été, c'était justement parce que voilà, on n'avait pas envie de faire la même chose. C'était pas du tout notre vision, Ils ont vraiment fait pas. ce qu'ils en ont voulu, quoi. Et après, on respecte, dans le sens où c'est leur vision, mais il n'y a aucune animosité, aucune rancœur, vraiment. C'est juste que c'est vraiment pas ce qu'on aurait voulu faire, donc ça nous a en tout cas renforcé dans le fait de s'être détaché, en fait, en tout cas de cette version. Ouais, puis bon, après, c'est un peu évident. Si on n'y va pas, si c'est pas nous qui l'adaptons, forcément, le résultat sera différent de ce qu'on imaginait. Donc, voilà. Ça a été. On a eu beaucoup de gens qui nous ont dit, qui étaient un peu déçus par la version Netflix. Ils nous ont dit ah ouais, mais ça aurait été mieux si vous l'aviez fait. Je suis pas sûr, parce que de base, les gens avaient pas envie de faire la même chose. Et donc, bon. Après, libre à chacun de. Est-ce que d'ailleurs ils avaient déjà abordé la question du budget avec vous déjà, non? Ou simplement vous étiez directement simplement sur l'idée du projet? Non, on était vraiment sur l'artistique. Ouais, on était sur l'artistique, sur vraiment le projet. Et très vite, quand on a vu que voilà, on ne irait pas très loin parce qu'on n'avait pas les mêmes envies, voilà, on a discuté ensuite budget pour la session de droit, pour qu'ils puissent adapter, effectivement, puisque, encore une fois, en droit français, il faut l'accord des auteurs. Voilà, il y a le droit à la paternité qui est là, donc ils étaient obligés de négocier avec nous. Mais ensuite, sur la question des budgets, c'est des gros budgets de séries tels que... Voilà, on ne peut pas donner de chiffres parce que voilà, on est soumis à des clauses de confidentialité, mais c'est des budgets classiques de grosses séries. Voilà. Quand vous voyez les gros budgets de séries, c'est ça. Vous avez une idée de ce que ça a coûté Osmosis. Pas plus, pas moins. Pourquoi avoir été sur le tournage, du coup, si vous êtes désengagé finalement de tout ce qui est création? Vous avez joué quel rôle sur le tournage? J'étais vraiment spectateur. En guest, quoi. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, ouais. C'était spectateur. Et voilà, d'ailleurs, on a été très bien reçus par Aude Albano, la productrice, qui était très très sympa avec nous. Ouais. Et qui nous a permis effectivement aussi de voir comment ça se passait, de faire un tour et de Aude, avec qui on a toujours de très bonnes relations. Je veux dire, pendant l'écriture, on avait des contacts réguliers. Nous, on avait donné effectivement des guidelines, des idées d'arches narratives.
Bon, ils ont décidé de pas les suivre, encore une fois. Ça nous confortait dans le fait qu'on n'avait pas envie de faire la même chose et que c'était très bien que ça se fasse comme ça. Et puis voilà, et donc jusqu'au tournage, est-ce que vous voulez passer, machin, avec plaisir. Donc on a été effectivement sur place, voir un petit peu, c'était cool. C'était très sympa. par amitié et par curiosité de savoir où est-ce qu'il l'emmenait, quoi. Bon, j'arrive plus ou moins à la dernière question. On est raccord. D'accord. Oui, dernière question, mais c'est voilà, plutôt sur là. Enfin, vous avez d'autres choses à rajouter sur la partie Netflix, du coup? Peut-être que j'ai zappé un truc. Non, malgré tout, c'est ce que tu disais par exemple sur lâcher le bébé, tu vois, c'est pas juste pour ce que je disais tout à l'heure, le fait de dire bon, voilà, modestement, on a essayé de faire bouger les lignes et puis on les a un petit peu fait bouger dans un certain sens. En tout cas, le but recherché était voilà. C'est aussi de se dire que pour nous, ça a été un formidable accélérateur de carrière. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont des super idées. Mais là, on a eu cette opportunité-là. Ça a mis un coup de projecteur sur notre travail. Ça nous a permis de rencontrer des gens formidables. Voilà. On a conscience que c'est une chance aussi. Vraiment, parce qu'on connaît plein de gens qui ont des idées extraordinaires et qui galèrent à les exprimer parce que c'est un système assez fermé, qui travaille avec les mêmes personnes. Donc c'est vrai que ce coup de projecteur, on le voit un peu comme une chance aussi. On n'est vraiment pas les seuls à essayer de sortir des idées pseudo-originales ou originales. Voilà, et on n'est pas les seuls à avoir fait des choses qui essaient de sortir un peu des sentiers battus. Il y en a plein, et il y en a plein qui méritent effectivement d'avoir aussi une visibilité. Là, le rachat par Netflix, oui. Ça a joué. On a rencontré notre agent, on a rencontré beaucoup de gros producteurs, de chaînes avec qui on a une discussion sur d'autres projets. Donc, c'est des choses qu'on aurait faites certainement beaucoup plus de temps sans ça. Ouais. Donc, c'était un beau tremplin. Donc là, en ce moment, vous développez une série, un film Oui, on est en développement, ouais. On est en développement. Tout à fait. Faut pas dire le format, c'est ça? Hein? Faut pas dire le format? Non, si, on peut dire que on a des projets de série, on a des projets de long, mais pour l'instant, effectivement, il y a eu cet effet. On a beaucoup de crédibilité en tant que porteur de projets de série, donc on travaille sur des séries. Et puis, il faut dire qu'aujourd'hui, les producteurs se sont rendus compte qu'avec moins d'argent, on pouvait faire plus de minutage et que. C'est ça. Quand on entend Disney qui dit oui, on va rationaliser un Sinoprod, parce que quand on sort un Avengers à plus de 300 millions de dollars de budget et que finalement, avec 10 fois moins, on fait un blockbuster de série, 30 millions de dollars pour une série, c'est un beau budget. Ça ne fait pas partie des plus gros, mais on est quand même dans la tranche haute de ce qui peut se faire pour les grosses productions de séries. Ouais, ça attire les producteurs. Donc finalement, avec 300 millions de dollars, je peux faire 10 bonnes séries. Et donc voilà, donc il y a le marché est en train de changer de ce point de vue-là. Donc on développe principalement des séries. On travaille notamment avec Studio Canal sur un projet fantastique, thriller, toujours un peu autour des mêmes thématiques. Voilà, on travaille aussi avec UGC, c'est un peu plus récent. Voilà, sur un projet de série aussi, un autre projet de série. Plus thriller, voilà. Mais c'est des trucs en développement, donc on ne peut pas vous en dire beaucoup plus, forcément. Mais oui, on espère que ça va c'est aboutir dans ce vite. sens-là aussi, on disait, voilà, c'est un formidable coup de chance, quoi, que ce truc. Un petit conseil pour les futurs réalisateurs à donner? Au boulot. Allez-y. Non, mais tu lâches pas. Non. Le conseil, c'est qu'un petit concours de rien du tout écrit sur un iPhone dans la ligne 13 avec un concept, ça peut finir sur Netflix. Donc des fois, ça paye pas de mine, mais... Et si j'ai un Samsung, ça marche aussi ou... Ça marche sur Samsung aussi. Aujourd'hui, j'ai un Samsung, je ne plus, mais j'ai lâché iPhone. Non, mais c'est vrai. On nous a proposé de faire des colloques, par exemple, sur comment on fait pour développer une série qui finit en longue forme sur Netflix, machin. C'est le genre de truc qu'on n'a pas voulu faire parce que si on décide de faire de la web série et de le faire très bien, super, faut le faire bien. Si vous voulez faire de la série, de la grande série, il faut le faire. Faut être sincère, faut y aller au boulot et puis. Oui, c'est ça. Quand je dis au boulot, c'est pas genre debout les feignants, c'est juste. En fait, nous, on est. De notre expérience perso, on est sorti de nulle part. C'est vraiment. On a foncé au moment où il fallait foncer, quoi. Donc c'est juste lancez-vous dans vos idées, les gars. Si vous y croyez, on y croira avec vous, quoi. Si vous y croyez pas, personne n'y croira. Mais plus vous y croyez fort, plus il y a de chances qu'il y ait des gens qui y croient avec vous, quoi. C'est ça, et surtout de pas se fermer soi-même à la première porte qui se ferme également. Pensez à ce truc de Fincher, justement, qui a fait un masterclass pour changer. Fincher, les mecs sont fans, tu sais. Ouais. Mais c'est vrai, et il disait, il a fait donc un masterclass, il demande aux gens de se lever et de dire, voilà, pitchez-moi vos idées. Qui veut? Donc les gens lèvent la main, toi.
On se dit, ouais, alors si je tourne un mec, il traverse la rue, puis il voit une année. Non, c'est pourri, assieds-toi, j'aime pas. Il se rassoit. Genre, le premier exercice, le premier exemple, si tu as cet état d'esprit, tu n'iras pas loin dans ce milieu. Parce que tu vas croiser que des gens qui vont dire ferme ta gueule et assieds-toi, j'aime pas ton idée. Donc si tu écoutes et que tu vas pas jusqu'au bout, que tu n'essaies pas de vendre ton histoire, bah, tu feras pas long feu. Voilà. Donc un conseil, c'est même s'il y a une porte qui se ferme, il faut pas lâcher. Parce que peut-être qu'il y en a une ouverte plus loin, quoi. C'est un peu cliché, La mais défoncer, c'est vrai. quoi. C'est vrai. Voilà. Ou la défoncer, ouais. On y a au pied de biche, ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Ok. Bon, merci les gars. Merci à vous. vous. Un plaisir. Le café était super, les croissants aussi. Les croissants aussi. Génial. Cool. Génial. Merci. Merci. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro de Dédale, podcast animé par Jules et Flav. Merci pour votre écoute. Nous espérons que vous avez pris plaisir en découvrant les coulisses de cette aventure. Retrouvez tout un tas de liens dans la description, notamment les 10 épisodes d'Osmosis version Arte, visibles gratuitement. Pour nous soutenir, nous vous invitons à vous abonner sur YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcast. Retrouvez-nous sur Instagram, Twitter et Facebook. Et à très bientôt pour un prochain numéro de Dédale.